Bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ, ça me fait extrêmement plaisir de répondre aux questions que vous m'avez posées. Voilà, j'ai fait un appel aux questions et vous avez été quand même nombreux à répondre, on a une soixantaine de questions. Voilà, je suis hyper content, je vous remercie vraiment de regarder ces vidéos, de faire vivre cette chaîne. Je suis très content en ce moment, ça me fait vraiment du bien d'être sur YouTube, ça m'avait vraiment manqué. Donc merci à tous ceux qui regardent, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Voilà, je suis vraiment, grâce à vous, je vais bien et c'est cool. Donc écoutez, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par les questions. J'ai fait plusieurs petites catégories qui sont un peu vagues, mais globalement il y a des questions un peu générales sur le cinéma, il y a des questions un peu sur des choix de films, et après il y a des questions un peu personnelles, et il y a des questions what the fuck. Voilà, donc on va commencer par les questions un peu générales sur le cinéma. Première question, c'est une question sur TikTok de Flows. As-tu vu la vidéo de Durandal sur la question de l'IA, les problématiques que ça pose, etc., ainsi que les lives des 41 cas de Merege avec David et Dirty Tommy, au début surtout, car ils ne sont pas d'accord sur le sujet. J'aimerais avoir tes réactions et ta pensée sur ça. Gros sujet, écoute, j'en ai parlé pas mal avec David justement il y a peu de temps, parce que après son live, avec David on n'est pas d'accord sur le rapport à l'IA, et j'ai vu la vidéo du Randall, donc je vais essayer d'être clair. Alors pour moi, déjà, il y a 4 manières dont il faut un peu décorréler les choses. C'est-à-dire qu'il y a l'IA à une échelle micro, l'échelle d'une personne qui utilise l'IA à l'échelle de ce que ça peut faire au niveau de l'industrie. Ça, c'est le premier truc. Et après, il y a l'IA quand on en parle de manière artistique, et l'IA quand on en parle de manière quasiment morale. Parce que, en fait, selon quel prisme tu prends, j'aurai pas la même réponse. Je m'explique. Quelqu'un tout seul qui a l'IA aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que quelqu'un, moi je m'imaginais à 15 ans avoir l'IA dans ma chambre, je me dis, waouh, j'aurais pu créer des films à 15 ans. C'est-à-dire que voilà, j'avais du temps, j'avais de l'imagination, j'étais tout seul dans ma piole, et ben, j'aurais pu réaliser des films grâce à l'IA. Donc ça, à l'échelle d'un individu, l'IA, je trouve ça hyper fort, parce que ça permet d'avoir accès à des outils artistiques ou à des capacités artistiques qu'avant on n'avait pas accès. Enfin moi je sais pas dessiner, je sais pas faire d'animation, alors vous pouvez me dire oui, bah t'aurais pu apprendre, c'est comme ça, t'aurais pu faire des films. Évidemment, mais en vrai aujourd'hui, voilà, j'aurais pu donner vie à des visions que j'avais dans ma tête, et ben ça je trouve ça quand même fort et fascinant, et de toute façon voilà, c'est là, c'est présent, et c'est dingue. Donc ça c'est à une échelle micro, mais à une échelle macro, forcément, si les films se mettent à être faits de cette manière-là, ça va être un désastre pour le cinéma, et là-dessus, Durandal a totalement raison. À mon avis, une fois que l'IA aura été capable d'aboutir à un film correct, que les gens sont allés voir, bah, c'est terminé. Il y aura quasiment plus de cinéma. Peut-être en France, on a un système qui reste encore un peu solide avec le rapport étatique et tout ça, mais dans le monde, ça va être un raz-de-marée qui peut être désastreux. Donc oui, à une échelle macro, c'est horrible. À une échelle micro, c'est génial. Et après, je différencie le rapport de l'IA sur un rapport artistique d'un point de vue quasiment moral. Pour moi, l'IA, d'un point de vue artistique, c'est quand même aussi pareil une bénédiction. C'est-à-dire que là où je suis pas d'accord dans la vidéo de Durandal, c'est-à-dire qu'il explique qu'il y a plus d'âme ou il y a plus d'humain derrière, mais je trouve qu'il faut pas négliger la personne qui va créer ces films en prompt. Parce que oui, tu vas pas fabriquer les images comme quelqu'un qui fait de la 3D, tu vas pas tourner les images, mais de construire tout un film plan par plan avec des prompts, ça reste une démarche artistique. Alors on peut la trouver limitée, on peut la trouver saccadée, on peut la trouver incomplète, et on peut même trouver que c'est du vol. Ça c'est un autre débat qui arrive après, justement, le côté moral. Mais sur le côté artistique, ça reste quelqu'un qui va construire un récit et construire une vision artistique par l'IA. Et ça, pour le coup, ça peut être très très fort. Donc c'est pour ça que je jette pas tout de l'IA. Je me dis, bah, il y a peut-être des artistes qui vont nous proposer des œuvres d'art hyper puissantes grâce à cet outil-là. Donc artistiquement, ça peut être aussi quelque chose d'incroyablement fascinant et qui peuvent donner à des artistes une manière de s'exprimer. Donc voilà, artistiquement, ça peut être très fort. Mais après, maintenant, on arrive sur le niveau de l'éthique et de la morale. Et là, éthiquement et au niveau de la morale, c'est encore une fois extrêmement problématique. Parce que déjà, il y a le fait que ça a chouré toutes les images d'avant pour réussir à faire des images aujourd'hui. Donc ça, c'est extrêmement questionnable, et pour le coup, c'est regrettable, on n'a pas pu contrôler le truc, et voilà, on se retrouve devant le fait accompli, et c'est dommage. Et après, il y a cette notion d'effort, de talent, de devoir mériter les images qu'on crée. Est-ce que quand tu crées un prompt, tu mérites l'image que tu as réussi à générer, moralement parlant, et aussi le rapport à la réalité, le fait d'avoir des faux acteurs qui ont l'air vrais et qui jouent, alors que c'est pas des humains, que c'est généré par un ordinateur. Est-ce que y a quelque chose qui va... Est-ce que ça, c'est acceptable? Moi, j'avoue que si je vois un film avec des faux acteurs de l'IA, mais qui arrivent à me toucher et que ça fonctionne sur moi, j'arriverai pas à me dire
je n'aime pas ça parce que c'est de l'IA. Je me dis, bon, bah, ça, on arrive au pont et ça fonctionne. Qu'il n'y ait pas d'humain derrière. Il y aura un humain qui aura prompté, j'espère, parce que si en effet, si c'est des films écrits par ChatGPT et après tournés en IA, enfin générés en IA toute seule, bon, bah, c'est vrai que c'est chelou, mais je suis pas sûr que le résultat soit correct. Mais bon, bref, si ça l'est, moi, je peux pas nier mon ressenti. Je peux pas dire, parce que j'ai une éthique, je ne vais pas accepter de trouver ce film bien. Ouais, bah, malgré ça, bah, si je suis touché, quoi. Mais après, c'est vrai que ça pose vraiment des questions morales et éthiques hyper particulières, et en vrai, vaut mieux éviter ça, vaut mieux arriver au point où on voit que des films à IA, ça n'a aucun sens. Et surtout, des films écrits par l'IA, tournés en IA, ça n'aurait aucun putain de sens. Et honnêtement, personnellement, je pense pas que l'IA soit capable d'arriver à des résultats esthétiques, peut-être, mais à des résultats de narration et d'émotion qui permettent à un humain de réellement se dire « Ah ouais, c'est vraiment ça que je veux regarder ». Honnêtement, j'y crois pas. Donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique, mais ouais, bref. Mais voilà, avec David, on a eu un débat très très long hier, notamment sur la question, et à un moment, le débat a fini par être tranché sur le fait que je lui disais, mais si tu vois un film et que tu sais pas si c'est de l'IA ou pas, et que c'est que après qu'on te dit que c'est de l'IA, et que c'est là où, une fois que tu as appris que c'était de l'IA, tu vas te dire, ah bah j'aime pas finalement, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que si le film t'aura touché, il t'aura touché. Ça, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Après que l'éthique et la morale viennent s'intégrer dans le processus de réflexion, de se dire, bah, je n'accepte pas de me laisser toucher par ça parce que je sais en avance que c'est de l'IA, bon, bah, c'est que d'un coup, on n'est plus sur une question artistique, on est sur une question morale, et là, après, chacun va gérer avec ça, quoi. Voilà, ce qui est sûr, c'est que ça va être un désastre pour l'industrie si ça arrive à aboutir. Déjà, et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, on va l'avoir par petites doses, en fait. On va avoir des micro-séquences faites en IA, des cascades faites en IA, des effets spéciaux qui vont être de l'IA. On va avoir des séquences particulières faites en IA, des génériques faits en IA. Enfin, c'est pour ça que ça va pas arriver d'un coup, boum, un film d'1 h 30 en IA dans ta gueule au cinéma. Mais petit à petit, des trucs qui ont été faits de manière artisanale, on va dire, que ce soit numérique ou physique, hein, une cascade de voiture ou un effet spécial fait en 3D sur un ordinateur, ceci va être petit à petit remplacé par de l'IA. Et je suis pas sûr qu'on s'en rende compte tout de suite. Et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, quand je vais voir certains films au cinéma, je perçois des séquences où je me dis, ça, c'est sûrement de l'IA. Parce que, bah, en effet, il y a des trucs, quand je sais ce que c'est relou à tourner, je me dis, putain, un prompt et tu le fais, que ce soit un plan large d'une ville, là, je pensais dans le Marsupilami, il y a des plans où on voit des caméras de surveillance d'animaux qui font les cons parce qu'ils sont échappés du zoo. Je me dis, ça, c'est des trucs en un prompt, t'as l'image, ça dure 5 secondes dans le film, le truc, ça fonctionnerait totalement en IA. Et je pense que voilà, je sais pas s'ils l'ont fait ou pas, mais ça me paraît évident que c'est possible qu'ils l'aient fait. Voilà. Et donc, bah voilà, tout ça sur l'IA. Faut se méfier. Ce qui est important, ce serait de réussir à légiférer de manière efficace dessus. Je suis pas quelqu'un qui croit totalement à la puissance des lois, mais quand même, voilà. Bon, on en reviendra. Il y a une autre question qui va me permettre d'y répondre à ça, mais voilà, je trouve que c'est un sujet hyper important. Moi, j'ai pas de problème à partir du moment où je ne crois pas que ça fonctionnera émotionnellement, honnêtement. Je suis pas sûr que l'IA crée des œuvres qui vont me toucher, mais si le jour, si ça arrive, bah, je pourrais pas nier mon ressenti juste parce que c'est de l'IA. Voilà. Et au passage, la vidéo du Randall, elle est vraiment très très bien. Hein. Franchement, super vidéo. Alors, on va parler un peu Blu-ray, avec notamment une question de Yann Paco Co sur Instagram. Est-ce que tu penses parler souvent de Blu-ray, soit en faisant un top de tes plus belles éditions, découvertes ou nouveaux achats, recommandations? Honnêtement, non, je parle pas beaucoup de Blu-ray, ça arrive au fur et à mesure quand je parle de certains films, je dis ah bah là j'ai une bonne édition Blu-ray et tout, mais de faire des vidéos dédiées au Blu-ray, c'est pas trop mon truc. Voilà, parce que déjà je vais pas, je suis pas le mec qui achète les plus belles éditions, je m'en fous un peu, enfin à part les bonus et tout, mais même en vrai, je vais pas payer 20 € de plus pour avoir une édition collector ou ce genre de truc, je m'en fous. Et surtout, j'achète pas dès que ça sort, moi j'essaie d'acheter une fois que ça a baissé son prix et tout. Donc évidemment, je rate les trucs les plus collector et tout ça. Donc je veux dire, j'adore les Blu-ray, mais pas de là à avoir le côté fétichiste de l'objet et des bonus et tout. Pas plus que ça. Tu vois, par exemple, là, j'adore John Woo, j'ai pas acheté les éditions qui sont sorties parce que je les trouve prohibitives au niveau du prix. Question YouTube de Raph Blu-ray 4K UHD. Salut Zoltan, le support que tu achètes le plus pour regarder les films et ton budget mensuel en moyenne, si tu en as un, amitié, Raph. Bah écoute, moi, maintenant, j'essaie de privilégier les Blu-ray 4K dès que possible. Mais c'est vrai que j'en achète de moins en moins parce que j'ai comme voilà, j'aime pas acheter tout ce qui sort neuf parce que je trouve ça très cher. Donc souvent j'attends et donc bah c'est plutôt 2-3 fois par an où je vais faire une razzia d'acheter 3, 4, 5 Blu-ray. Donc j'en achète pas tant que ça. Enfin, j'ai eu un gros moment où j'ai complété un peu ma collection, où j'ai acheté un peu les bases de plein de trucs. Mais au fur et à mesure de l'année, j'en achète de moins en moins. Donc ça va se compter. C'est pas énorme, hein, franchement.
je vais vous dire, j'ai une appli. Bah, souvent aussi, par exemple, si je vais avoir devant une vidéo sur un sujet précis, je vais aller m'acheter les Blu-ray pour l'occasion, ce genre de truc. Mais voilà. Mais par exemple, cette année, donc on est en avril, donc ça fait 4 mois, je n'ai acheté que 12 Blu-ray. Donc c'est pas énorme, vous voyez, en 4 mois, 12 Blu-ray, bon, ça fait quand même quelques Blu-ray par mois, oui. Mais bon, à une époque, c'était beaucoup plus, donc c'est pour ça que ça me paraît peu. Et par contre, aujourd'hui, ce que je fais de plus en plus, quand j'ai envie de voir un film, parce que j'essaie quand même de regarder des films anciens, pas évident à trouver, je loue sur MyCanal beaucoup plus de films qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, je n'hésite pas à claquer les 3 balles pour louer un film pendant 48 heures. Pas parce que comme ça, je peux le découvrir et tout, alors qu'avant, j'essayais de trouver le Blu-ray, mais en vrai, il y a des films, c'est tellement dur d'avoir des éditions, et en plus, elles sont souvent pas ouf, et quand elles sont là, elles peuvent être très chères. Des vieux films, tu vois, là, j'essaye de me faire des filmos, différentes filmos de réal des années 70, 60, 40, 50. Et bah, c'est vrai que sur MyCanal, en un clic, tu as le film pour 3 euros. Acheter le Blu-ray à 20 euros pour le voir une fois d'un film que tu connais pas et tout, ça peut être compliqué. Donc je loue de plus en plus. Et par contre, j'ai totalement arrêté de pirater. Voilà. Je sais pas pourquoi, parce que c'est devenu compliqué, parce que sur ma télé, dans mon salon, pour mettre les films téléchargés, c'est l'angoisse. Donc j'ai totalement arrêté de pirater. Ça fait depuis 1 ou 2 ans que j'ai quasiment pas téléchargé un film illégalement. Voilà, c'est un truc qui est sorti de mes habitudes. Question YouTube de Le Dénicheur 2294. Bonjour Mrs. Zoltan. Je te suis depuis un moment déjà, et c'est un régal, j'apprends des trucs et tout. Je voulais savoir si tu avais chopé le coffret Melville en Blu-ray sorti il y a déjà quelques années, et qui m'a échappé, je me contente des DVD. Bonne continuation cinématographique, comme youtubesque. Oui, je l'ai, le coffret Melville. J'ai eu de la chance, je l'ai acheté pas très cher. Et bah, ça fait partie des trucs que je suis hyper content d'avoir, parce que bah, on est vraiment sur un magnifique coffret, donc c'est ces coffrets-là, avec à la fois un bouquin, et à la fois, voilà, un bouquin, donc il y a un bouquin que je vais pas sortir parce que j'ai pas assez de main. Voilà, donc là il y a un livre qui est vraiment nickel, qui va parler de tous les films, et après tu as 2 DVD par page, avec à chaque fois les petites affiches sur le côté. Bah, ce qui est hyper agréable, c'est d'avoir l'anthologie d'un réal, hein. Franchement, c'est ça qui est charmé. C'est d'un coup, tu te dis, bah, si tu as envie de te faire un cycle Melville, hop là, tu peux te faire tout Melville. Donc, après, petite frustration, parce que, bah, mine de rien, il y a quand même, dans le tas, il y a quand même des films qui sont sortis depuis en 4K, notamment, si je dis pas de bêtises, Le Samouraï et je crois Le Cercle Rouge. Donc ça me m'enquiquine un peu de ne pas les avoir en 4K et de les avoir qu'en Blu-ray, mais bon, faut savoir avoir raison garder. C'est déjà bien de les avoir en Blu-ray. Comme tu dis, tu les as en DVD. Voilà, il y a des fois, il faut accepter qu'on n'a pas les films toujours dans les meilleures qualités possibles. Même si, bah, voilà, un film comme Le Samouraï, c'est vrai que tu as envie de l'avoir en 4K quand même. Mais voilà, bah, en tout cas, je l'ai chopé, je suis hyper content. J'imagine qu'il doit être en rupture de stock. C'est vrai que c'est relou, ce genre de coffret. Si tu les chopes pas au bon moment, après, tu les as plus. Donc voilà pour les questions sur les supports physiques et les modes de consommation. Maintenant, on va passer à d'autres questions. Alors, question YouTube de Alex KOTBK, qui est une question aussi, il y en a une autre qui est un peu pareille. J'espère que ma question ne va pas t'embêter, mais j'adore réécouter les podcasts Marvel et la saga. Vous formiez un très bon duo. Es-tu fâché avec Sofiane? Retournes-tu sur des podcasts? Et après, allez, une troisième, ta dernière grosse émotion cinéma. Quel genre de film t'es resté dans le crâne pendant un bon moment? En tout cas, content de te revoir de plus en plus souvent. Oui, alors il y a une autre question aussi sur la saga. Il y avait aussi Alexandre Drevassi 2328 qui a posé à la fin de sa question pourquoi avoir arrêté le podcast La Saga. Et c'est vrai que je me suis jamais exprimé sur le fait que je ne participe plus au podcast avec Sofiane. Faut savoir que Sofiane, c'est lui qui a tout créé, hein, les podcasts. Moi, j'étais juste quelqu'un qui était venu un peu en tant qu'invité au départ et qui suis resté. Et bon, bah, vu que ça fonctionnait bien, j'ai un peu continué d'être là et on a créé la saga ensemble. Quand je dis on a créé, en fait, moi j'ai rien créé du tout. C'est Sofiane qui était le plus proactif, c'est Sofiane qui s'investissait, enfin, c'est Sofiane qui faisait tout. Moi je venais juste parler du film qu'on avait défini et dont on... Voilà. Donc à un moment, quand il y a un déficit on va dire, d'implication dans quelque chose comme ça, bon bah voilà, ça paraît logique que ça peut pas perdurer éternellement sur un déficit d'implication. Et forcément j'étais moins impliqué. Et à un moment, bah, j'ai eu un moment où vraiment je pouvais plus être là pendant longtemps, et ça a fini par un peu déliter le fait que j'avais plus de, enfin, j'étais moins pertinent à participer à cette émission et surtout à avoir le côté de binôme, parce qu'en fait, Sofiane il faisait tout seul, enfin il faisait tout, donc bah autant il méritait de pouvoir tout faire tout seul sans avoir à moi qui était là. À un moment, en fait, à un moment, tu passes le cap de devenir presque plus un boulet
qu'un accompagnateur, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Bah, ça me rend triste parce que c'était super. Moi, j'ai adoré faire ces podcasts. Après, voilà, c'était bien le temps que ça a duré. Et moi, j'en garde un super souvenir de ces podcasts-là. Et je trouve que Sofiane, il a fait des super émissions. C'est un super, il est très, 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 très doué dans ce domaine-là. Il n'y a rien à dire. Et ces podcasts sont vraiment top. Donc voilà, je suis content que ça perdure et que ça cartonne. Parce que bah, il mérite. Voilà, c'est vraiment, il se donne beaucoup pour ça. Et je suis hyper content. Et moi, voilà, j'ai d'autres moyens d'expression aussi. Donc, je suis pas à plaindre. Une question YouTube de Yvain Gauvin 694. Bonjour Deltan, d'abord merci pour tes vidéos. Merci à toi pour ce commentaire. Quels sont, selon toi, les youtubeurs ciné les plus intéressants ou passionnants à suivre? Pas forcément des gros, mais aussi des moyens ou petits pour en suggérer quelques-uns. Je suis désolé, mais je ne suis plus grand monde en ciné YouTube français, même anglais d'abord, de moins en moins. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est moi ou les contenus proposés, mais je ne trouve pas qu'aujourd'hui il y a une stimulation forte sur le cinéma sur YouTube. Je trouve que les contenus proposés, alors moi tout ce qui est critique à chaud et tout ça, bon, ça dépend des personnages, et ça chaque personnage, enfin chacun a ses critiques qu'il aime bien et tout. Mais dans le rapport d'analyse ciné, de débat cinéma et tout ça, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément d'émissions qui me plaisent énormément. Voilà, en vrai, je trouve que ce que fait Régis le Gorilla avec Rage Bait, par exemple, c'est très bien, parce que c'est un truc qui parle de plein de films, qui invite des gens qui viennent partager leur sensibilité sur le cinéma et tout. Donc ça, c'est vraiment une bonne émission. Vous aimez pas Régis le Gorilla pour la majorité, c'est pas ce qu'il vous a fait à part insulter des gens sur Twitter, quoi. Mais bref, mais en tout cas, je trouve que voilà, ce genre d'initiative, j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Donc moi, je reste fidèle à Capture Mag, par exemple, qui fait des podcasts et des vidéos YouTube que j'adore. Donc ça, pour le coup, dès que Capture Mag sort un contenu, je regarde et je consomme. Mais au-delà de Capture Mag, j'ai pas de gens où j'ai une certitude que je vais regarder à chaque fois. Et je n'ai pas de découverte récente. Donc j'inverse la question. Proposez-moi, là, les chaînes YouTube à découvrir, les vidéos qu'il faut découvrir aujourd'hui si vous suivez le YouTube Ciné, parce que je suis à côté de la plaque et en fait, mon algorithme ne me propose plus rien de génial à ce niveau-là. Donc, balancez. Alors, question YouTube de Corenmar. Penses-tu que le cinéma soit mort de la même manière que, disons, l'opéra est mort, ou la peinture, ou le rock? Et après, qu'il ne soit plus le centre de gravité de notre culture, qu'il fasse plus actualité, ne crée plus de véritables scandales sociétaux ou de ruptures esthétiques, que dans 50 ans, les cinéphiles ne regardent et ne débattent que des mêmes classiques qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que le cinéma est mort? La fameuse question. Franchement, le cinéma a beaucoup moins d'impact ce que ça n'a été. Il y a encore une certaine forme de magie quand même qui persiste. Il y a encore des grands films qui arrivent à faire à l'actualité et à générer un débat, je trouve, mais c'est de plus en plus rare. Alors est-ce que c'est de plus en plus rare dû à l'époque ou dû au film aussi? Je trouve que les films, je vais en parler après, mais les films récents, il y en a peu en effet qui méritent d'avoir une attention si forte. Et après, il y a aussi une espèce de diversité de contenu global qui noie en fait tout. Que ce soit les contenus qu'on regarde sur notre téléphone, que ce soit les contenus sur YouTube, que ce soit les séries télé. Je veux dire, un film n'est qu'un contenu parmi d'autres, et c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Il y a tellement une offre énorme de choses à regarder, à consommer, qu'en fait, c'est dur d'avoir une place forte. Alors après, on pourrait dire, je vois que le jeu vidéo, c'est pas le cas. Le jeu vidéo, malgré le fait qu'il y a énormément de jeux vidéo qui sortent, quand il y a un gros jeu qui sort, il fait l'actu pendant 2-3 semaines, un mois, voire plus, et ça devient un phénomène de société discuté, débattu. Je trouve que le jeu vidéo est un milieu beaucoup plus stimulant et stimulé que le cinéma aujourd'hui, parce qu'il y a des dilemmes moraux, il y a des débats éthiques, des questionnements sur le médium que le cinéma n'a plus. Ça, c'est indéniable. Donc oui, après, il est mort comme l'opéra, le cinéma, parce que est-ce que le cinéma, c'est l'expérience en salle? Je pense que le cinéma, en effet, va quand même avoir ce truc un peu étrange de les gros trucs faits pour la IMAX, où il y a très peu de salles dans le monde, où ça va devenir un truc d'élite totale, où il faudra prendre ses billets 8 mois à l'avance pour être sûr de pouvoir voir le dernier Nolan ou le dernier Villeneuve en IMAX, dans le bon format et tout, dans très peu de salles. Ça, c'est bizarre, parce qu'en vrai, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'IMAX qui se construisent dans le bon format. Bon,
c'est un peu bizarre d'avoir ce côté hyper événementiel du cinéma sur certains trucs, et tu auras limite ceux qui auront vu le film comme il fallait, et après ceux qui auront juste vu le film un peu comme ça, quoi. Enfin, là, moi, quand je vois les images de Dune, les différences entre le format IMAX et le format qu'on aura au cinéma, là, de 35, je me dis, mais c'est aberrant, tu vois pas le même film. Quasiment, tu vois qu'un tiers de l'image quand tu vas pas le voir en format IMAX. C'est horrible. Les formats IMAX, il faut savoir qu'en France, on n'en a qu'un, c'est à Montpellier. Et c'est pas le meilleur des IMAX du monde, hein, mais c'est le seul qui propose le film dans le bon format. Tous les IMAX que vous avez autour, hein, les pâtés IMAX, tout ça, c'est pas le bon format. Donc en plus, tu vois, il y a ce truc bizarre, le cinéma propose un format qui est même pas accessible à la majorité des gens et tout, c'est bizarre. Et au-delà de ça, oui, l'expérience en salle, forcément, elle prend un coup dans le truc, mais de là à ce que, non, je pense que ça ne deviendra jamais l'opéra, parce que ça reste quand même plus populaire, plus accessible, mais en tout cas, il y a un rapport particulier à faire. Faut accepter qu'il y a un déclassement indéniable du cinéma derrière plein d'autres choses, mais le truc, c'est que ça reste quand même une forme de divertissement qui reste commun. Je veux dire, je pense que tout ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, tout ce qui est contenu court et tout ça, il y a une viralité, mais je suis pas sûr qu'il y a un truc... ça peut être viral, mais je suis pas sûr que ce soit fédérateur. Alors que le cinéma reste encore quand même quelque chose de fédérateur. On voit tous plus ou moins le même film, alors que c'est vrai que les contenus de certains mecs sur les réseaux sociaux, on en voit un, pas l'autre, enfin voilà, c'est moins quelque chose qui fédère. Mais est-ce que ça va perdurer? Je sais pas. Mais je pense qu'il va quand même y avoir un moment, un reboot de notre mindset sur la manière de consommer, du rapport à l'écran et tout. Enfin, je vois pas comment on peut à ce point-là aller dans le Wall-E futur sans se rendre compte, quoi. Je me dis là, c'est pas possible. Oui, réflexion de boomer. Mais je pense malheureusement que les plus belles heures du cinéma sont derrière lui. C'est dur à dire, mais je pense que c'est vrai. Question YouTube de Adrien Valenza 4370. Salut Zoltan, à quand une rencontre dans un bar avec tes abonnés pour boire un coup et discuter? De mémoire, tu l'avais fait il y a plusieurs années et tu n'avais pas pu y aller. Donc à bientôt, j'espère. Eh ben écoute, Adrien, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est le genre de truc hyper cool. Alors moi, on avait fait ça, on avait fait la Sissy Night. C'était incroyable, franchement, quelle soirée. C'est vrai que c'est un événement qui serait sympa de refaire. Alors évidemment, il y aurait moins d'impact qu'il y a eu à l'époque, parce qu'à l'époque, on était 6-7 youtubeurs à s'être associés pour faire une teuf. Et c'était trop bien, franchement. Voilà, c'est vrai que le Covid a un peu cassé ce côté, on se réunit et tout. Et moi, j'ai pas repris le pli, j'ai pas essayé d'en refaire depuis. Ça pourrait être une idée, peut-être, voilà, à réfléchir. Moi, j'aime beaucoup ça, hein, discuter, parce qu'en plus, vu qu'on a tous le cinéma en commun, les discussions, elles sont hyper fastoches, franchement. Donc, c'est vraiment une initiative qu'il faudrait reprendre. Je ferai ça sûrement avec d'autres youtubeurs, parce que faire ça que tout seul, moi, j'avoue que je trouve ça, j'ai l'impression que je ne suis pas suffisamment important. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que je garde ça dans le coin de ma tête, d'essayer de réactiver cette idée. Question YouTube de Florent V7V. Bonjour Zoltan, est-ce qu'il y a des films que tu n'aimes pas pour des questions morales? Alors, c'est une question, je l'ai lue, elle me trotte dans la tête depuis que je l'ai lue. Je pense pas, en soi, mais il y a des films, en fait, je pense que c'est pas nécessairement pour le discours du film, je pense que c'est quand il y a... Moi, j'ai un problème quand il y a une espèce d'hypocrisie ou de décalage entre le discours réel et le fond du film. Alors c'est un peu nébuleux comme ça, mais j'ai deux exemples un peu récents, dans deux registres différents, mais qui pour moi m'ont un peu énervé et qui ont affaire à l'aspect moral. Mais bon, globalement, je te dis, je vois un film fasciste, je vais pas me dire j'aime pas ce film parce qu'il est fasciste. C'est pas un réflexe naturel que je vais avoir. Je ne prends pas le discours politique du film ou le fond pour quelque chose de très de clé dans mon appréciation. Voilà, je suis une serpillière idéologique, c'est comme ça. Mais voilà, donc j'ai pas ce côté film militant. Moi, j'aime des films, j'apprends que c'est des films de fachos après, alors que je ne pense pas être un facho. À la fois, il y a des films, ça va être des films communistes et je vais bien les aimer. Enfin, voilà, j'ai pas vraiment ce problème-là. Tu vois, j'adore Injustice dans la ville, et pourtant, c'est un film qui est considéré comme un film d'extrême droite. Je m'en fous, j'ai pas une sensibilité d'extrême droite, et pourtant, j'aime bien ce film. Parce que je trouve ça bien fait, poignant, fort, impactant. Après, oui, voilà, le discours qui est derrière, à décortiquer, à analyser, c'est pas la question. Enfin, en fait, je ne prends pas le discours comme étant acquis, un fait. Un truc genre, c'est comme ça, c'est la vision du monde, il faut l'accepter. Non, c'est ok, c'est intéressant de me proposer cette vision du monde dans une œuvre artistique, ça me fait réfléchir, ça me permet de comprendre les affects de certaines personnes qui ont ces pensées-là et tout ça. Et c'est fascinant, et ça peut même être intéressant pour avoir une forme d'empathie forte et de se dire « Ah, ok, mais j'ai pas besoin d'être en adéquation avec ces idées-là. » Ça, c'est pour ce côté-là. Les deux exemples que j'avais un peu récents, c'est Pentagon Papers, The Post de Steven Spielberg, et le documentaire The Good Neighbor, là, sur Netflix.
Donc je vais conceptualiser les deux trucs. Pentagon Paper, j'ai un problème idéologique avec le film, donc est-ce que idéologique et moral, c'est un peu pareil, parce que c'est un film, mais en fait c'est plus un problème sur la manière dont le film a été vendu, ou ce que les gens ont raconté, ou ce que le film met en avant, c'est-à-dire que c'est un film qui a comme idée de mettre en avant le journalisme d'investigation sur un événement particulier, et d'être une espèce d'une mise en lumière de journalistes d'investigation, alors qu'en fait, pour moi, le film ne parle pas de ça. Le film, c'est des gens qui reçoivent un document, et juste, il y a une question limite, c'est une question d'argent, de devoir faire face à des actionnaires qui veulent pas que tu publies certains trucs, de peur que tes actions baissent ou que tes investisseurs diminuent. Donc, je trouvais ça bizarre, tout ce que j'ai lu autour du bouquin, du film me perturbe, et même ce que raconte le film en soi, je le trouve un peu malhonnête, parce que par rapport à la réalité de ce qui s'est passé, du rapport idéologique des personnages dans le film, je trouve qu'il y a une déformation de la réalité qui m'a gêné, où je sens qu'ils essaient de tordre des choses pour essayer de me faire passer un message qui n'est pas réellement ce que le film essaye de... Enfin, le film se débat avec des choses qui ne sont pas réellement ce que le film raconte. Moi, il y a un truc qui me perturbe là-dedans. Tu vois, d'essayer de me faire passer un truc sur la vérité, alors qu'en fait, on est plus sur un truc limite d'idéologie, de rapport économique. Bon, ça c'est le premier truc, donc est-ce que ça rend dans la morale? Peut-être. Et le deuxième film, c'est The Good Neighbor, l'espèce de documentaire filmé par des caméras de flics sur Netflix que je trouve atroce. Vraiment, pour moi, c'est une énorme merde, c'est malsain au possible et tout ça. Et le problème que j'ai, il est moral, c'est que c'est un film qui qui s'autorise à être à ce point-là voyeur et malsain, parce que c'est un film sur une voisine qui va buter une autre voisine, et on suit l'enquête de police, et surtout la manière dont ça va être monté en épingle, enfin, dont ça va arriver progressivement, c'est-à-dire qu'on a plusieurs interventions, on voit que la voisine c'est une sale personne, qu'elle n'aime pas sa voisine et tout ça, et ça finit par un drame et tout ça. Et donc c'est vraiment du voyeurisme de merde sur un fait divers pourri, quoi. C'est vraiment une voisine qui a buté une autre voisine, alors il y en a une qui est blanche, une qui est noire, donc voilà, et le truc c'est que le film essaye de t'enrober ça justement dans un discours raciste, regardez, voilà, enfin c'est un truc, il y a une question de racisme au cœur du film, et en plus c'est une question sur une espèce de loi en Floride où tu as le droit de marcher, si tu marches sur le porche de quelqu'un, ils ont le droit de te tuer, et donc il essaye d'englober son espèce de voyeurisme morbide dégueulasse, totalement atroce, parce qu'il y a quand même une scène dans le film où t'as un gamin qui apprend la mort de sa mère filmée par une caméra de flic pleine bille et tout, enfin c'est la réalité, hein. C'est horrible, franchement c'est hyper malsain, je suis dans mon canapé, je regarde Netflix, et d'un coup je vois ça, je me dis mais c'est atroce, de présenter ça et d'être dans un mode, là c'est de vendre ça comme un truc de divertissant, sensationnel, alors que c'est quand même une émotion humaine horrible à observer, et c'est pas du tout accompagné, enfin il y a pas d'encadrement, t'as pas été avec ce gamin longtemps, tu sais pas réellement ce qu'il sait, t'es juste là à bouffer sa tristesse pleine bille comme ça, de manière hyper malsaine, donc je trouve ça atroce, et le truc c'est qu'il justifie un peu sa démarche, le film, soi-disant pour dénoncer un truc de racisme, soi-disant pour dénoncer une loi et tout, mais tu sens que c'est vraiment juste là pour dire, regardez, on n'est pas dans le voyeurisme morbide, non, on est dans le militantisme presque. Allez, franchement non, là je suis pas d'accord. Et moi c'est ça qui me perturbe plus que le rapport moral pur, c'est quand je sens qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle dans le fait de faire passer certains messages. Et en fait, si vous voulez faire un film qui passe un certain message ou qui est juste, faites-le pleinement. Voilà. Soit tu fais un film qui raconte un message et tu vas à fond, soit tu fais un film qui est un film voyeurisme morbide, dégoûtant, et t'essayes pas de faire semblant d'être un film militant à côté, quoi. Parce que moi c'est ça qui me perturbe. Voilà, super question au passage. Alors, il y a plusieurs questions qui me parlent un peu si je devais réaliser un film et tout. Donc je vais en répondre, il y a différents styles de questions, mais qui vont tous tourner autour de cette idée de quel film tu réaliserais, de quelle manière. Question YouTube de Diogène892, si tu avais crédit illimité et liberté artistique totale, quel genre de film tournerais-tu? Eh bien écoute, j'ai réfléchi, et honnêtement, si tu me files budget limité, je pense que je me taperais un délire, je ferais une adaptation, plus ou moins, de Moby Dick, mais dans l'espace. Je me dis, Moby Dick, vraiment, genre, t'as des vaisseaux spatiaux qui chassent des espèces d'énormes créatures stellaires, mais genre des trucs énormes, et qui doivent, voilà, chasser des baleines de l'espace, mais des baleines qui ressemblent pas à des baleines, tu vois, mais ouais, des espèces d'énormes créatures de l'espace. Et j'ai même fait une affiche en IA de merde, mais pour ce film. Ah, elle est belle, hein, ça s'appelle Harpon, je crois, c'est ça le titre que j'ai donné. Non, franchement, Harpoon, ouais, voilà, je ferai ça, je ferai ce style de film, budget limité, je ferai une espèce de Moby Dick dans l'espace, sur une fascination, une espèce d'obsession pour une créature, et ce côté petit homme dans son vaisseau face à une énorme créature, mais
et en plus, voilà, il y a des scènes. Moi, dans Moby Dick, enfin, pas dans Moby Dick, mais oui, enfin, dans Moby Dick, il y a un film de 1950 que j'aime beaucoup. Et il y a une attaque de cachalots, enfin, une attaque un peu comme dans Avatar, quand ils attaquent les Tulkun, là. C'est clairement inspiré de Moby Dick. Hein, et ben, franchement, ce type d'attaque où ils trouvent plein de stratagèmes pour réussir à capturer une créature énorme, je trouve ça fascinant. Et j'avoue que voir ça dans l'espace, avec des vaisseaux et tout, et différents petits vaisseaux qui viennent faire différentes actions. Rien que pour cette scène-là, je kifferais faire ce film. Question YouTube de Alexandre Weiss 2328, qui avait déjà posé sur la saga. Hello, si tu avais totalement le choix, quel film, ou du moins quel genre, aimerais-tu réaliser pour ton premier film? Et autre question, as-tu une chance de retrouver le DZ Show un jour? Le DZ Show, c'est pas un truc sur l'Algérie, c'est le live qu'on faisait avec David. Alors, première question sur quel genre je ferais de premier film. Bah, en vrai, moi, j'ai toujours une appétence quand même pour le genre. Et je trouve que pour réaliser un premier film, le film de genre est un carcan très, très propice. Bah, parce que tu t'appuies sur des conventions, tu t'appuies sur quelque chose de très marqué stylistiquement, avec normalement des intentions de mise en scène qui peuvent être très fortes. Parce que bah, quand tu filmes du genre, que ce soit de l'horreur, de l'action, du suspense, tu as des mécanismes de mise en scène, ou en tout cas les scènes ont des espèces d'enjeux narratifs très clairs, qui sont, on va dire, pas plus simples, mais qui permettent à une mise en scène d'être peut-être plus éloquente, ou en tout cas plus marquée, que quand tu filmes bah, un film, on va dire, plus traditionnel, un drame intimiste, ce genre de choses, où là, ça se repose beaucoup plus sur le jeu le comédien, la subtilité de jeu, et c'est un cinéma que j'aime énormément, mais j'avoue que j'ai envie de pouvoir m'amuser sur à travailler sur un rapport de visuel fort et de tension, voilà. C'est ça qui me ferait kiffer, c'est de faire un film de genre puissant en tant que premier film. Et pour ta deuxième question, les lives avec David, oui, franchement, on s'interdirait pas de les refaire hein, avec David. Je sais pas de quelle manière, mais le soir c'est difficile pour nous de se faire des lives et tout ça, mais bon, ce serait, franchement, on pourrait reprendre le délire, on n'aurait pas de problème. Ouais. Question YouTube de Adulis, quel est le film que tu aurais aimé avoir réalisé? Eh bah, honnêtement, Nouvelle Vague de Richard Linklater. C'est un film, je me suis toujours dit, ah putain, ça devrait être chambé de faire un film sur cette période-là. Et au final, bah, il l'a très bien fait. Alors moi, j'aurais préféré avoir un film plus, pas que sur le tournage à bout de souffle, un truc un peu plus fresque sur toute cette petite période avec les différents réalisateurs et tout ça. Mais il le fait bien parce que sur la première partie du film, tu as ce côté, en fait, finalement, d'avoir les réalisateurs qui discutent en buvant des coups, bah, ça te permet d'encapsuler tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà, donc je trouve qu'il a fait un super film sur ce sujet, et moi, c'est un film que j'aurais rêvé de pouvoir réaliser. Question YouTube de Nico Ciné 6480. Si tu peux réaliser un film, ce serait quoi? Quel genre? Et quelle actrice ou quel acteur? Et il y a une autre question de l'endimanché du ciné qui dit « Si tu peux un jour réaliser un long métrage, quel acteur ou quelle actrice as-tu envie de faire appel en premier pour jouer dedans ?» Donc on va répondre un peu aux deux. Donc j'ai dit film de genre, ça oui, j'aimerais bien. Et alors après pour les acteurs, honnêtement, si c'était en France, je pense qu'en acteur homme, moi j'adore Denis Ménochet. Je trouve que c'est un super acteur et que tu as moyen de faire des films, des rôles incroyables avec lui. Et en rôle féminin, j'adore Adèle Exarchopoulos. Je trouve que vraiment elle est hyper forte. Voilà, et si c'était à l'international, je rêverais de faire un film avec Jim Carrey, évidemment, parce que c'est une légende pour moi, il est trop fort dans tous les domaines. Et en femme, Meryl Streep, quoi. La grande Meryl Streep. Alors là, si t'as Meryl Streep dans ton film, incroyable. Et je vais continuer les différentes questions de Nico Ciné. Salut Nico, au passage. Hein. Que deviennent Steve Rogers, les meilleurs scénaristes d'Hollywood en retraite au chômage? Ouais, je pense qu'ils doivent être au chômage, ouais. Je pense qu'ils doivent être bien au chômage, les deux. Oui, bah voilà, avec David, un jour, on vous refera sûrement des sketchs, mais pour le moment, on n'a pas la tête à ça. Et quel est le pire film et la pire séance de ta vie? Je vais te répondre après. Et boire des shots. Oui, bah faudrait qu'on aille se boire des shots, un de ces quatre quand même. Je vais combiner ta question avec une autre. Et je combine ta question avec une question de Bushrock qui dit pire et meilleure expérience en salle. C'est un peu similaire, hein, tu m'en voudras pas Nico, de combiner ta question. Alors, le pire film de ma vie, honnêtement, je pense que je mettrais... alors, au-delà du truc sur Netflix dont j'ai parlé, là, The Good Neighbor, là, Perfect Neighbor, qui est vraiment horrible. Ça, franchement, c'est peut-être un des pires trucs. Mais en termes de film de fiction, je pense que la comédie d'Inès Reg sur Amazon Prime, là, voilà, ça c'est horrible, c'est tout ce que je déteste. Il y a zéro cinéma, il n'y a pas une minute, une seconde de cinéma, une image de cinéma dans ce film, et c'est dramatique. C'est dramatique de proposer des trucs comme ça, donc voilà, ça c'est le pire film.
Mais après, on va parler des séances. Pire séance de ma vie, est-ce que c'est dû à des problèmes techniques? Parce que j'ai quelques séances qui se sont vraiment mal passées techniquement. Je pense à une séance du remake de La Belle et la Bête, mais de toute façon, le film était nul, donc je m'en foutais. Une séance de Geostorm, où j'avais fait une vidéo à l'époque parce que la 3D buggait, c'était nul. Donc bon, voilà, mais ouais, de là à dire pire séance. J'ai pas eu énormément de séances avec des gens à ce point-là dissipés, qui ont gâché la séance. Voilà, je me souviens d'une séance où j'avais passé un mauvais moment parce qu'il y avait une daronne qui parlait avec son fils pendant toute la séance, voilà, sur Kubo et l'armoire magique. Bon, c'est pas énorme comme problème. Donc j'ai pas de séance horrible. Je me souviens de Crazy Stupid Love où le film s'est arrêté, il y avait une coupure de courant et on avait dû quitter le cinéma. Et pareil pour... Ah non, c'était autre chose. Truman Capote, il y avait des émeutes devant le cinéma et on n'a pas pu sortir. On a dû attendre que les émeutes se terminent. Mais bon, c'est pas des mauvaises séances quoi en soi. Donc je suis plutôt verni, j'ai pas eu de séance horrible, honnêtement. Par contre, la meilleure séance, bah, ça va jouer avec Avatar 2 en IMAX à Montpellier. Franchement, incroyable. Incroyable parce que j'avais déjà vu le film 2 fois avant et que là, vraiment, tu le redécouvrir dans ce format-là, c'est énormissime. Donc ça, quand même, c'est très très fort. Avengers Endgame, premier soir à minuit avec David, la salle en feu. Moi, j'avoue que c'est des trucs que j'adore. Enfin voilà, c'est des séances que j'adore. Parce que c'était fou, quoi, l'atmosphère. Récemment, j'ai été à une avant-première au Grand Rex du prochain Nakash et Toledano. J'avais jamais fait d'avant-première au Grand Rex d'un film comme ça. Oh, incroyable aussi l'ambiance, les gens ils chantent, ça applaudit, ça rit, enfin c'est hyper vivant, t'as l'impression en fait, ça redonne un côté vivant au film parce que tu sais que les comédiens, les réalisateurs sont dans la salle, donc la salle elle réagit comme une pièce de théâtre quoi, enfin vraiment t'as un truc hyper fort et j'avais jamais vécu ça à ce point-là sur une avant-première, en plus le Rex c'est quand même une salle fascinante quand elle est pleine, il y a une ambiance de fou, c'était chauffé à blanc et tout ça, enfin bref. Donc cette séance-là, j'en garde un excellent souvenir. C'était une superbe séance. Et voir une comédie dans une salle qui rit, c'est quand même pas anodin. Franchement, ça marque les esprits. Ouais. Nouvelle question YouTube de Diogène892. Hello Zoltan, si demain tu devenais ministre de la Culture, quelles seraient tes premières mesures? Ah, pas facile. Hein. Bon, déjà, je pense que je mettrais une mesure claire sur l'IA. J'essaierai de faire en sorte de légiférer l'IA de manière drastique, que ce soit obligé de préciser le pourcentage d'IA dans chaque film, qu'on ait interdiction de remplacer un acteur qui joue dans un film par une version d'IA de lui-même dans le film, que ce soit de manière visuelle ou de manière orale, parce qu'aujourd'hui ça va être fait, hein, les cascades, tout ça, les acteurs vont être remplacés, alors qu'ils peuvent être remplacés par une doublure cascade, oui, mais par une doublure IA, ça je trouve ça chaud patate. Voilà, donc ça ce serait très fort, enfin vraiment je serais drastique là-dessus, le pourcentage d'IA, que ce soit affiché limite sur l'affiche, enfin voilà, qu'on puisse pas y passer à côté, quoi. Tu te dis, tu utilises de l'IA dans ton film, très bien, mais faut que tout le monde soit au courant, que ce soit quasiment un panneau au début du film avec marqué ce film comporte telle séquence, telle séquence, telle séquence en IA, et puis basta, quoi. Donc ouais, c'est un peu bizarre, mais je ferai ça. Et ensuite, j'essaierai d'être très intransigeant sur le fait que le milieu de la culture est un milieu qui souffre, et qui est un milieu qui aujourd'hui est laissé à la traîne parce que c'est la crise et que souvent en temps de crise, la culture trinque fort, alors que c'est un milieu qui est incroyable économiquement parlant, qui est hyper florissant. Je veux dire, l'industrie du cinéma, l'industrie de la télévision, c'est des industries qui sont très fortes, qui font vivre en fait plein de secteurs autour, parce que c'est souvent ça le truc, on se dit, ah, on donne de l'argent public pour des trucs, mais en fait l'argent public, le principe c'est qu'il circule. C'est-à-dire que quand des films sont réalisés, c'est des gens qui touchent des salaires, qui vont payer à bouffer à leurs gosses, c'est des hôtels qui logent des gens, c'est des restaurants qui donnent des repas. Enfin, donc en fait, le fait que des films soient financés par l'argent public, ça redistribue l'argent public. Enfin, c'est vraiment et ça va pas dans la poche de gens qui sont milliardaires. Enfin, c'est pas ça la question. C'est vraiment un truc de redistribution. Donc ça, pour le coup, bah, de faire comprendre ça, d'avoir une pédagogie forte sur la manière dont les choses sont financées et pourquoi c'est important de continuer à financer le cinéma et la télévision, et que c'est pas des gens qui profitent d'un système. Et voilà, d'être intransigeant sur les 507 heures des intermittents, de pas aller au-delà, parce que ça mettrait des gens sur le carreau, des gens perdraient leur chômage, alors qu'on est un secteur qui fonctionne. La caisse des intermittents, c'est pas une caisse déficitaire du tout de chômage, donc je vois pas pourquoi les intermittents seraient victimes de ça, alors que le secteur fonctionne et que c'est pas un secteur qui est en souffrance économiquement, pour le coup. C'est un secteur qui arrive à faire circuler l'argent de manière très, très efficace. Donc je trouve ça assez dommage que ça trinque à ce point. Après, voilà, le milieu du théâtre est beaucoup plus impacté. En ce moment, c'est horrible pour le milieu du théâtre. Donc aussi, en tant que ministre de la Culture, j'essaierai
de faire en sorte que les gens qui font du théâtre se ressentent valorisés, que les subventions essayent de revenir, parce que franchement, c'est un drame. Le nombre de compagnies qui vont douiller là dans les prochaines années, franchement force à eux. Et pour le coup, bah, en film, ça va être pareil. Le nombre de films qui se font pas dans les prochaines années, on va perdre un nombre de films incalculable. Alors voilà, c'est comme ça, c'est la crise. Mais c'est vrai qu'on est un secteur, le secteur de la culture, il prend très très cher en ce moment. Ouais. Comme tout le monde, c'est vrai, oui, oui, comme tout le monde. Tout le monde prend un peu cher en ce moment. Donc voilà, c'est comme ça. Question YouTube de Kishoot1. Salut Zoltan, j'avais beaucoup aimé tes vidéos sur l'intelligence et les fusillades au cinéma. Je trouve que tu étais très pédagogue. Merci monsieur. Aimerais-tu donner des cours en école de ciné? Écoute, j'ai donné des cours dans une école de ciné, j'ai remplacé un professeur de direction d'acteur pendant quelques cours, pas beaucoup, hein, j'ai dû faire 6-7 cours en tout, et j'étais assez déçu, je pensais que j'adorerais ça au départ, et en fait j'ai été vachement douché par ouais, la froideur des élèves, le manque d'entrain, le manque de passion, j'ai pas senti des gens extrêmement voilà, qui étaient là, qui vibraient pour le cinéma, c'était un peu mollasson la manière dont ça a été animé par le cinéma, alors c'était pas forcément ma classe, je les connaissais pas bien. Peut-être que si j'étais prof et que je construisais un parcours, un programme du début de l'année à la fin, ce serait plus intéressant. Enfin, en tout cas, j'arriverais à les embarquer avec moi dans ce rapport passionnel. Mais là, vraiment, j'ai trouvé des gens qui avaient 20 ans et je me demandais un peu ce qu'ils foutaient là, quoi. Pourtant, c'était une école, tu vois, que tu fais après le bac, où tu payes. Voilà, c'était pas la plus grande école de France, mais ça restait une très bonne école. Donc, j'étais un peu étonné, mais bon, c'est qu'une expérience. Mais oui, en soi, sur le papier, je serais très content de faire des cours de cinéma. Je trouve ça hyper puissant. Et ça, sur YouTube, j'ai un rôle que je me suis auto-donné de passeur de cinéma, où j'adore partager ma passion. Forcément, avec des élèves, ce serait un peu pareil. Donc j'imagine que j'aimerais bien ça. Ouais. Question YouTube de Takoren. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui voudraient se lancer dans le milieu du cinéma, et en particulier la réalisation? Eh ben écoute, je te donnerais comme conseil d'écrire des scénarios, parce que un bon film, un bon scénario, ça peut te suffire à avoir une prod qui s'intéresse à toi, parce qu'à la base, c'est quand même ce qu'on essaie de faire, de raconter des bonnes histoires, et que si tu as une bonne histoire à raconter, bah n'hésite pas à l'écrire, ça coûte rien d'écrire un scénario en soi, ça ne te demande pas le moyen, tu as juste besoin d'une feuille, un papier, d'un ordinateur avec un traitement de texte, et tu peux écrire une histoire, et pour le coup, un bon scénario, il y a moyen qu'il intéresse des gens. Alors au départ, peut-être que quelqu'un d'autre le réalisera, mais ça peut aussi être toi, d'essayer de tourner des courts-métrages au départ indépendants, d'écrire des courts-métrages, en fait d'essayer d'écrire pour se faire produire. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur conseil que je donnerais, c'est d'écrire pour se faire produire, d'écrire des courts-métrages ou d'écrire des longs-métrages, mais d'écrire, et après, une fois que tu as écrit, tu essayes de trouver des contacts, que ce soit des producteurs, des acteurs, des réalisateurs, t'envoies tes films, et comme ça, bah, tu obtiens des retours, peut-être qu'il y en a un que ça va toucher, et il va se dire « Ah putain, ça j'aimerais bien, je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser », et de fil en aiguille, mais il faut avoir des œuvres sous la main, il faut avoir écrit des choses. Si tu veux juste débarquer en tant que réal, bah là, il faut avoir proposé des choses visuelles fortes, donc là, peut-être, c'est une autre démarche, il faut peut-être faire des clips, réussir à réaliser des choses indépendants qui ont du cachet et de la gueule, avoir un compte sur les réseaux sociaux qui propose tes vidéos. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui buzzent et que d'un coup tu vas être contacté par des gens pour réaliser autre chose. Voilà, il y a plusieurs voies, mais moi je sais que l'écriture, je trouve ça hyper sain parce que ça nécessite pas d'autres moyens que ton imagination et ta force de travail. Alors que réaliser des choses, bah, même de manière amateur, en fait, d'un coup, tu as besoin de moyens, de matériel, de mettre en œuvre, de convoquer des gens. Donc ça marche un temps, mais faut pas se planter. Alors que l'écriture, bah, tu peux charbonner toute l'année et faut pas hésiter. Et alors après, sinon, juste, tu peux aussi déjà gagner ta vie en essayant de faire des stages, de rencontrer des équipes de mise en scène pour rentrer dans des équipes mise en scène et de devenir assistant mise en scène, et après, au fur et à mesure, bah, déjà, tu gagnes un salaire, tu vis ta vie, et tu progresses dans les échelons, et tu peux, à terme, avoir une légitimité en tant que réalisateur, parce que tu auras travaillé sur des plateaux pendant quelques années. Ça peut aussi être cette voie-là. Question YouTube de Nicolas SR, 7495, hello! Là, depuis la critique masquée à l'ancienne. Merci Nico, ça fait plaisir. Mais oui, je vois ton avatar, ça fait longtemps que je le vois, en effet. Tu avais fait une rétrospective Fast and Furious. Je m'étais arrêté, je crois, au 5 ou 6, ouais, 5 ou 6 à l'époque. Bah, quelques-uns sont sortis, je crois que j'ai fait ma critique du dernier, ça devait être Fast 9. Ouais, j'ai pas vu le dernier, en fait. Donc, je pourrais pas être plus... Tous les contenus Fast and Furious, ils sont sur ma chaîne, et j'ai pas vu de Fast and Furious depuis. Parce que, je sais pas, j'en ai raté qu'un, je crois, mais le dernier m'avait pas trop emballé. Enfin, j'ai un peu décroché de la saga au fur et à mesure. Ouais, voilà. Mais bon, un jour, peut-être que je les regarderai
comme ça, quoi. Donc sinon, j'aimais beaucoup tes formats comme celui sur les films de cambriolage, un retour possible sur ce type de vidéo. Bah, il y a 2 choses qui font que j'ai du mal à me dire que j'en referai ce genre de vidéo. 3. Il y a j'ai un ordi de merde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux faire du montage avec des extraits vidéo et tout. Oh, c'est un calvaire, ça rame, et pour le moment, j'ai absolument pas de quoi me payer un bon ordi. Donc, bah, pour le moment, je suis un peu bloqué matériellement parlant. Sur le fait de ne pas avoir un matériel suffisamment efficace pour faire des beaux montages qui vraiment font plaisir. Deuxième chose, j'ai un peu arrêté de télécharger illégalement des films, donc je me retrouve avec plus aucun fichier vidéo pour pouvoir mettre les extraits des films. Donc c'est un peu aussi, ça incite moins, parce que mine de rien, faut avoir les fichiers pour pouvoir aller après faire du montage et même les étudier de manière image par image et tout. Donc c'est aussi ça, j'ai moins de fichiers numériques. Troisième point, finalement j'en ai 4 des points. Troisième point, YouTube est super relou avec les extraits vidéo. Tu mets un extrait, tu te fais striker direct, c'est relou. Donc ça incite pas à le faire non plus. Et quatrième point, j'ai moins de temps. J'ai moins le temps pour regarder 35 films du même registre, décortiquer des scènes et tout, ça prend des mois et des mois. Et aujourd'hui, j'essaie de regarder des films pour mon plaisir aussi beaucoup, plus que pour faire des vidéos. Donc j'ai du mal à me dire que j'arrive à en refaire, mais c'est dommage parce que j'adorais ça. Hein. Et sinon, il me dit, sur les formats plus récents, j'ai beaucoup apprécié le trouillomètre. C'est transformable à l'infini, Lovomètre pour les rom-coms, Zigotomètre pour les comédies, etc. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un format qui pourrait être totalement adapté à d'autres concepts, enfin d'autres genres, et franchement, je ne m'interdirais pas du tout de le faire. Tu as raison. Et en tout cas, bonne continuation, c'est toujours sympathique de lancer une de tes vidéos. Bah merci, et merci énormément pour ce commentaire, Nicolas. Bonjour Zoltan, que penses-tu du débat sur la mocheté des films actuels par rapport à ceux d'avant? Es-tu d'accord? Si oui, l'attribues-tu à quoi l'attribues-tu? Pour moi, c'est vraiment frappant. Les films jusqu'au début des années 2000 sont vraiment plus beaux à regarder. Je trouve la plupart des films actuels très mal éclairés, avec un manque de profondeur et de contraste. C'est globalement très terne. Quand je refais des films des années 90, même des séries B, sont plus beaux que la plupart des blockbusters actuels. Entre les images moches et trop d'acteurs passés par la chirurgie esthétique, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans certains films. C'est vraiment mes 2 problèmes majeurs avec beaucoup trop de productions actuelles. Trop d'acteurs et des visages trop refaits n'arrivent plus à jouer, et une cinématographie terne et moche. Alors, moi, j'ai pas totalement ce problème avec le cinéma aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un peu de tout. J'ai pas, je trouve qu'il y a des jolis films aussi aujourd'hui. Après, il y a un rapport peut-être au numérique, mais j'ai pas cette sensibilité de me dire, dès que c'est en numérique, ça me plaît pas. Parce que tu vois, en fait, je trouve ça hyper biaisé. Par exemple, le dernier Jurassic World, Renaissance, ou je sais pas quoi, tourné par Gareth Edwards, je le trouve pas beau, et pourtant c'est tourné en numérique, en pellicule. Alors qu'il y a des films que je vais trouver magnifiques, qui vont être tournés en numérique. Donc ça dépend vraiment des chefs-op, des films. Je trouve que tu vois, tu prends des films récents, des films comme, je sais pas moi, Skyfall, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, je pense. Le film est magnifique. Et pourtant, bah, il est tourné en numérique par Roger Deakins. Voilà. Voilà. Donc il y a ça, donc je suis pas garanti que ce soit ça. Après, il y a peut-être moins de budget, moins de temps pour faire les films, donc les films sont éclairés un peu plus à la va-vite, les caméras sont plus sensibles, elles sont plus indulgentes avec la lumière, donc les gens font moins d'efforts, c'est possible aussi. Euh, En tout cas, c'est sûr qu'il y a... Je pense que l'étalonnage numérique a joué aussi, parce que il devait y avoir un peu plus de manipulation de l'image, et on se retrouve peut-être avec des images un peu plus artificielles. Notamment le rapport aux effets spéciaux aussi, parce que ça implique un certain type d'étalonnage des effets spéciaux, et ça donne une image peut-être un peu plus homogène, un peu plus neutre. Il y a peut-être des trucs comme ça. Moi, ouais, j'ai pas ce sentiment. Je trouve qu'il y a des films intéressants aujourd'hui. Peut-être les gros... Non, les gros blockbusters, ils ont peut-être un côté un peu terne et plat, ouais. Mais bon, je sais pas... Enfin, en fait, c'est surtout Marvel qui m'a donné ce sentiment-là, mais est-ce qu'il y a ça a suivi, je sais pas. Voilà, c'est vrai que là, récemment, il y a eu la bande-annonce du truc Harry Potter où c'est assez probant les 2 contrastes entre les premiers Harry Potter et là, ce qu'ils vont faire. Ce côté grisâtre, terne, moche. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas très beau ça. Et pour ce qui est des acteurs et de la chirurgie esthétique, bon, moi, oui, je sais que c'est un truc, hein, je le vois si on me le dit et tout, mais pour le moment, j'ai pas trop de problème avec ça. Mais ça va, à un moment, ça me finira par me choquer, ouais. On va passer à la section questions un peu plus personnelles. Question de Walt9459. Bonjour Voltan, comment as-tu vécu ton enfance immergé dans le cinéma avec un papa réalisateur star? Merci pour ta réponse. Bah écoute, alors déjà, mon papa, c'était un réalisateur star, mais c'était pas une star. Donc, c'était quand même pas mal, parce qu'il a les bons avantages d'être quelqu'un qui bosse dans une industrie importante et qui fait des films connus et donc qui rapporte de l'argent et qui a plein d'avantages, mais il n'a pas les désavantages du fait d'être reconnu dans la rue, par exemple. Donc, mine de rien, c'est quand même pas rien d'être avec un papa qui est une star, dans le sens où ses œuvres sont connues, mais lui n'était pas connu personnellement.
parce qu'ils se montraient pas à la télé, ni rien. Donc ça, pour le coup, très intéressant. Enfin, je trouve que vraiment, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes, presque. Non, bah, c'était une enfance de rêve, hein, honnêtement. J'ai une enfance incroyable, rien à dire. Vous imaginez que bah, chez moi, ça parlait cinéma tous les jours. Il y avait des acteurs qui passaient à la maison souvent. J'ai été sur des plateaux, j'ai été sur le décor d'Astérix, par exemple, quand j'avais 8 ou 9 ans. T'es un gamin, t'as 8-9 ans, et t'es au milieu du village d'Astérix, qui était quasiment reconstitué à un pour un, avec l'arbre du barde, la maison du chef, enfin vraiment, t'es là, tu fais, putain, je suis dans l'Astérix, quoi. T'es un enfant et t'es dans l'Astérix, donc c'était incroyable. Et limite, bah, je regrette de ne pas avoir été dans plus de décors, notamment sur l'Astérix, parce que j'ai jamais été au camp des Romains. J'aurais bien voulu y aller, je sais pas pourquoi à l'époque je suis pas allé. Et j'avais vu le cirque aussi qui est à la fin du film. Ça, j'étais allé, c'était en Allemagne. Voilà, c'est incroyable. Après, je suis arrivé à une époque où mon père a fait un peu moins de films. Donc, mine de rien, j'ai pas été sur tous les plateaux et tout ça. Mais j'ai quand même été sur beaucoup de plateaux et c'était très très cool. Donc, c'est vrai que rien que pour ça, une enfance vraiment idyllique au possible. Question YouTube de Tesla Jackson 558. Comment gagnes-tu ta vie entre YouTube et production et on parle de quel montant? Bah écoute, je gagne ma vie en étant réalisateur pour la télé, ça depuis peu, donc je réalise des séries pour TF1 globalement en ce moment, et je suis aussi scénariste où j'ai vendu des scénarios à des productions qui sont en développement, tout ça, donc ça permet de gagner ma vie les dernières années. C'est pas des montants incroyables, hein, je suis pas sur des années énormes, voilà. Et YouTube pour le coup, je gagne très peu d'argent avec YouTube, et d'ailleurs l'argent de YouTube est entièrement l'argent de YouTube sert à financer une compagnie de théâtre, qui est la compagnie de théâtre de ma femme, qui monte des spectacles, et donc voilà, tout l'argent que YouTube génère fait partie de l'argent de la compagnie en fait. Donc moi personnellement, je n'utilise pas l'argent de YouTube pour vivre. Voilà, mais c'est très peu de mon. Enfin, YouTube, c'est intéressant parce que si je faisais les vues que je faisais quand j'étais populaire sur YouTube en 2019, aujourd'hui, je ferais pas mal d'argent. Mais en fait, aujourd'hui, je fais vraiment plus beaucoup de vues. Et malgré ça, je fais quand même pas mal d'argent. Enfin, pas mal d'argent, oui. On va dire que quand je fais des vidéos récurrentes, je suis à une centaine d'euros par mois sur YouTube. Ce qui est quand même déjà super. Je veux dire, parce que moi, YouTube, à la base, je fais que ça par plaisir, hein. Donc c'est super d'avoir de l'argent qui tombe. Mais ça va à une compagnie de théâtre. Donc sachez que si vous faites des dons et tout sur la chaîne, c'est pas pour m'enrichir personnellement, c'est pour financer des spectacles de théâtre. Voilà. Question de Léo Mérès sur YouTube. Quel est ton processus pour écrire en tant qu'auteur, réalisateur? Est-ce que le tournage est-ce que le tournage de série permet de voir et d'avoir des idées pour tes propres futurs projets? Et si tu as quelques exemples sans trop en dire, voilà, continue ton taf, il est super agréable, bonne continuation. Bah, merci pour cette question. Donc, quel est mon processus en tant qu'auteur, réalisateur? Bon, déjà, en tant qu'auteur, c'est pas du tout le même process qu'en tant que réalisateur. En tant qu'auteur, moi, j'ai une démarche très spontanée de l'écriture où je visualise très vite dans ma tête le film que j'ai envie d'écrire et donc j'essaye d'aller très vite à une version assez concrète du film. Je suis peu dans le côté théorique d'essayer de construire narrativement le scénario parce que en fait c'est des bases que j'ai réussi à acquérir avec le temps et le fait d'avoir regardé énormément de films, j'ai un côté quasiment instinctif de la narration de l'écriture, enfin de la structure d'un scénario parce que j'ai vraiment beaucoup étudié ça, et donc finalement, ça me permet de m'en libérer pour réussir à être spontané dans la création, et souvent, j'arrive quand même à arriver assez facilement à des structures efficaces, à des films qui se tiennent en termes de scénario. Voilà, donc ça c'est pour le coup, j'ai une écriture assez efficace, et je suis quelqu'un qui est capable d'être assez productif en termes d'écriture, et d'écrire plusieurs scénarios par an sans trop de problème. Donc ça c'est cool. Est-ce que le tournage d'une série t'a permis de voir et d'avoir des idées pour tes propres futurs projets? Tourner une série, en fait, ça te permet de te préparer à ce que tu vas devoir vivre quand tu vas tourner un premier film. C'est-à-dire que dans une série, on t'impose des scènes, enfin, globalement, plus tu avances dans ta carrière, en fait, plus tu as de liberté, plus tu as de liberté créative dans les séries que je fais. J'ai commencé sur des séries avec très peu de moyens, où on devait tourner beaucoup par jour avec peu de matériel. Et là, les séries que je commence à faire aujourd'hui, c'est des séries avec un peu plus de moyens et on doit tourner un peu moins par jour avec plus de matériel. Donc, ouais, enfin, et au fur et à mesure, le but, c'est de progresser vers des séries où tu as de plus en plus de moyens et moins de choses à tourner par jour pour pouvoir prendre le temps de les faire bien. Donc déjà, faire ça, ça permet d'être conscient des différents rythmes, de savoir trouver des solutions pour pouvoir tourner plus vite quand tu as besoin, de prendre le temps là où il faut, enfin, voilà, de gérer son temps sur un plateau, de diriger des comédiens divers et variés dans différentes situations. Parce que l'intérêt des séries que je fais,
c'est que tu vas diriger des films, c'est que c'est très différent dans le style de genre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une scène, c'est du thriller, une scène d'après, ça va être de la comédie romantique, une scène d'après, ça va être de la comédie, peut y avoir un côté drame, enfin bref. Donc tu apprends à diriger des comédiens dans plein de registres différents, ce qui est vraiment une bonne chose. Et de devoir trouver des solutions avec peu de moyens, d'une certaine manière, comment tu racontes efficacement des choses avec peu de plans, peu de configuration de caméra. Donc c'est très très instructif. Après, ça peut aussi t'enfermer dans une méthodologie qui peut être préjudiciable pour un long métrage où tu as besoin d'ampleur, où tu as besoin justement d'une rigueur artistique que peut-être en série tu peux délaisser par moment parce que tu n'as pas les moyens. Donc il faut savoir prendre ce qui est bon et laisser de côté le côté un peu industriel ou en tout cas les côtés de la série qui font que bah, par moment, tu lâches artistiquement parce que tu n'as pas les moyens, parce que c'est comme ça, c'est le jeu de certaines séries où tu n'as pas les moyens d'aller au bout de certaines démarches. Mais faut savoir renoncer pour pouvoir avancer. Question de Jules Melon. Eh oui, Jules Melon, et le bonjour à toi, en fait. Bah tiens, on parlait des youtubeurs, Jules Melon. Voilà. N'hésitez pas à aller suivre Jules Melon pour le coup, lui, rester fidèle à sa méthodologie, et ça parle de plein de films tous les jours, et c'est super. Donc bonjour, chers collègues, à quand ta première réalisation en tant que long métrage pour suivre les pas du paternel et du frangin? Bah, je sais pas. J'espère prochainement, hein, je suis sur des coups, mais tant que l'argent n'est pas là pour financer, il n'y a rien rien qui est définitif. D'ailleurs, est-ce que ta longue expérience sur YouTube et ta façon de parler de cinéma ont une influence sur ton travail professionnel, éventuellement travaux derrière la caméra? Alors, YouTube, ça a une influence dans le sens où, quand je rencontre des gens pour parler de projets et tout ça, je sens que j'ai une facilité à parler cinéma et je peux dégager une forme de je peux provoquer, enfin, je donne confiance aux gens dans ma manière d'aborder le cinéma. C'est-à-dire que mine de rien, quand je parle des films que je veux faire, bah, vu que ça peut être très référencé et que je me nourris de plein de films et que j'ai une culture cinéma qui reste quand même un peu conséquente par rapport à la majorité des gens, même des gens du milieu de cinéma, même s'il y a des énormes cinéphiles et cinéphages dans le milieu du cinéma, et bah ça permet, dans les rendez-vous, tout ça, d'arriver avec une... En fait, le truc, c'est que j'arrive avec une vision du cinéma. Et ça, c'est quand même pas rien. Parce qu'en rendez-vous, c'est ce que les gens ils veulent voir. Ils veulent se dire, est-ce que cette personne a une vision artistique, mais une vision au-delà de ça, de ce qu'est le cinéma, ce que doit être le cinéma, ce que sont les films. Et donc tout ça nourrit une manière d'avoir un discours plutôt efficace en rendez-vous et que fait que j'ai une personnalité qui émane de ça. C'est-à-dire que j'ai ma personnalité dans les rendez-vous, c'est que je suis quelqu'un de passionné. Et mine de rien, ça sert à vendre ses projets, d'être passionné par ses projets, mais passionné du cinéma aussi. Donc voilà, donc, pas très clair à la manière de répondre, mais en tout cas, oui, c'est clairement, de faire YouTube, c'est un avantage parce que bah, on voit que je suis quelqu'un d'intègre et de sincère et que ma démarche, elle n'est pas juste, je veux faire un film parce que j'ai envie de faire du cinéma. Non, c'est parce que j'adore le cinéma. J'aime le cinéma profondément. Et donc, bah, forcément, tu as envie d'en faire. Question YouTube de Bernardo da Silva, 5811. Salut, qu'est-ce que tu as ressenti pendant la vidéo que tu as faite avec ton papa? En tout cas, sache que j'ai beaucoup apprécié, c'était passionnant. Bah écoute, j'étais très heureux, enfin comme ça se voit, franchement, comme dans la vidéo. Non mais en vrai, mon papa, je le vois souvent, j'ai l'occasion de discuter avec lui souvent, donc c'était pas plus inhabituel que d'habitude, c'est juste que là, pour le coup, c'était filmé. Mais j'étais très content, surtout de vos retours, en fait, parce que j'ai senti que tout le monde était très heureux de l'entendre. Il y a quelques questions où je regrette d'avoir oublié de les poser ou de ne pas être allé chercher certaines réponses de sa part. Mais en soi, j'ai trouvé ça hyper agréable. J'étais content de, bah, mine de rien, c'est bizarre, mais de ne pas parler de lui, qui nous parle d'autre chose que de sa carrière, parce que souvent, moi je l'ai entendu énormément parler dans différents... il parle pas tant que ça ailleurs, mais j'ai vu récemment, il y a eu quelques documentaires sur lui et des émissions de radio et tout, et donc il parle de sa carrière, donc c'est hyper intéressant, moi je la connais très bien, et c'est génial. Mais là, je suis content de l'avoir fait parler d'autres choses, d'avoir réussi à lui permettre de faire cette espèce de transmission sur comment c'était le cinéma avant, parce que mine de rien... bah, c'est des époques, voilà, c'est des époques tellement lointaines que c'est difficile de se projeter, de se dire ah c'était vraiment comme ça. Donc je suis très heureux d'avoir eu son témoignage là-dessus et d'avoir pu le partager avec vous. Moi ça m'a fait super plaisir. C'est quelqu'un qui a jamais été totalement à l'aise de son propre dire hein, devant la caméra et franchement là de le faire avec moi c'était très cool. Et j'ai senti que tout le monde avait apprécié, et moi le premier, et lui aussi, et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que euh, tout était bien, et vos commentaires étaient sont hyper... merci, quoi, merci, vous avez tous beaucoup aimé, beaucoup d'amour dans ces commentaires, et c'est quand même vraiment pas rien.
de se prendre une vague d'amour comme ça. J'espère que ça lui a fait plaisir aussi à lui aussi. Question YouTube d'Azeriax1637. Dans la vidéo avec ton père, tu posais les questions pour diriger l'interview, bien entendu, mais je suis curieux de savoir quelle est la proportion d'informations que tu as découvertes durant le tournage, les choses dont vous n'aviez jamais discuté en off, pour faire simple. Bah franchement, j'ai découvert quasi tout, hein, en vrai. Parce que vu que là, j'ai vraiment été sur des questions de rapport à l'époque. Alors oui, j'avais des petits trucs, tu vois, sur l'enfance et tout ça, mais j'ai jamais été aussi précis sur comment tu consommais le cinéma à ces époques-là et tout ça. Donc, pour le coup, à part peut-être 2-3 anecdotes qu'il avait déjà racontées, le reste, c'était nouveau parce que mon père a ce mérite à son âge de ne pas être quelqu'un qui radote. Il ne radote pas, vraiment, il ne raconte pas toujours les mêmes trucs en boucle. Donc mon père ne radote pas, et donc bah, ça permet d'avoir toujours des choses nouvelles à entendre de sa part. Voilà, donc globalement, non, j'étais quasiment pas au courant de tout ce qu'il m'a raconté. Question de Stéphane Michel Montréal. Stéphane, je te salue. Question en relation avec ta jolie vidéo avec ton père. Sais-tu comment celui-ci a vécu les relatifs échecs critiques des deux sortes de cassures que contiennent sa filmo, 2 et Profil bas. Bah écoute, pour en avoir déjà parlé avec lui pas mal, c'est surtout 2, le vrai point de rupture qui aurait pu un peu changer sa carrière, où 2 c'est un film très personnel, qui change de registre, où il sort de la comédie pour essayer de faire un film romantique, sur le rapport au couple et tout ça. Et ça a été bien pris par certaines critiques, mais ça n'a pas du tout marché, le public n'est pas venu. Et donc, bah, ça a un peu cassé une dynamique de se dire, bon, bah, à partir de là, je ne vais pas m'engager dans un cinéma où j'essaye de vraiment raconter des choses personnelles sur ma vision du monde. Mais après, dans tous ces films, il y a quand même des choses de sa vision du monde qui émanent. Mais oui, bah, ça a été un peu dur. Enfin, pour le coup, ça aurait pu créer des virages dans sa filmo qu'il n'a pas pris. Voilà, là où les ripoux ont créé un virage qu'il a pris, par exemple. Et après, on enchaîne avec d'autres questions de Michel. Autre question, quels sont les cinéastes dont on parle peu selon toi? Oh bah allez, je vais te faire plaisir, je vais dire Peter Weir. Peter Weir, on n'en parle pas suffisamment. Parce qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais essayer de les enchaîner. Lis-tu des revues ciné, et si oui, lesquelles, papier ou site web? De moins en moins, quand même. Je continue d'acheter les Capture Mag parce qu'ils font des belles éditions sur des réalisateurs. J'achète quasiment plus de magazines cinéma. C'est vrai que c'est un truc que j'adorais faire avant. Et plus ça avance, moins je le fais. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un Mad Movies classique, qui était vraiment mon édition favorite, quand ils refaisaient des rétrospectives de saga et tout. Mais non, plus le temps passe et moins j'achète de revues ciné. Je suis plus dans des vrais ouvrages maintenant, où j'adore acheter des bios de réal et tout ça. Mais là, de toute façon, je suis dans une période de ma vie où je lis quasiment plus, donc c'est un drame. Tes années au Québec t'ont-elles permis de découvrir le cinéma de la province, ses classiques, ses réalisateurs en devenir? Pas tant que ça. J'avoue, pas tant que ça. J'ai vu quelques films québécois à l'époque là-bas. Voilà, mais c'était pas, je me suis pas plongé dans leur cinéma plus que ça. Et même à l'école, ça a été assez minimaliste, le cinéma québécois qu'on nous a enseigné. On nous a montré quelques trucs un peu cultes, mais j'avoue, j'ai pas fait beaucoup d'efforts et on m'a pas non plus mis dans des conditions particulières pour découvrir ce cinéma-là, quoi. Connais-tu le podcast de Roger Dickens, Tim Dickens? Non. Ou plusieurs maîtres de la photographie, mais aussi cinéastes ou acteurs interviennent. Non, bah ça a l'air d'être chambé, donc je vais m'enseigner. As-tu suivi l'évolution de la saga de Sofiane? Participes-tu à des ciné-clubs? La saga, non, pour le coup, j'ai arrêté d'écouter après y avoir été. Voilà, parce que c'est un peu... moi, ce qui me plaisait, c'était d'y être, même si j'écoutais avant de participer, au départ, mais voilà. Non, j'ai arrêté d'écouter, par contre. Participes-tu à des ciné-clubs? Non, non. Et fréquentes-tu souvent la cinémathèque? Jamais. Très peu, très peu. Et les crêpes sont-elles toujours bonnes à Montparnasse? Oui, elles sont toujours bonnes, j'y suis allé il y a pas si longtemps, elles sont toujours bonnes. Et donc la grosse bise à toi Stéphane, et à une prochaine. Question YouTube de Brundlefly1. Salutations, à quel endroit avez-vous étudié en cinéma lors de votre séjour à Montréal et pourquoi là-bas? Donc j'ai étudié à l'université de Concordia, qui est une université anglophone. Pourquoi à Montréal? Parce qu'il y avait à l'époque, je voulais étudier à l'étranger, et j'ai découvert qu'à Montréal, il y avait un accord lié à la francophonie sur le prix des facs. C'est-à-dire que la fac, là-bas, ça se paye par semestre. En fait, ça se paye au cours, bref. Et globalement, si tu étais un élève international dans une fac comme ça, l'année, elle te coûtait dans les 20 000 euros. Et si tu étais un élève canadien, elle te coûtait 10 000 euros. Mais si tu étais un Québécois, elle te coûtait 3 000 euros l'année. Et en tant que Français, tu payais le prix québécois. Donc c'est-à-dire que tu payais moins cher
que tout le monde, parce qu'ils avaient voilà, des avantages liés au fait d'être chez eux et tout ça, mais les Français en bénéficiaient. Donc en fait, c'était une aubaine de Barjot, parce que c'est un diplôme qui coûte une fortune. C'est un diplôme qui vraiment, en tant qu'international, le diplôme que j'ai fait, il coûte quasiment 60 000 euros. Enfin, c'est un prix de Barjot. Et pourtant, moi, je l'ai payé même pas 10 000 balles, quoi. Donc c'est globalement pour ça que je me suis retrouvé là-bas, c'est qu'une fois que j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, mais c'est un truc de Barjot. Je vais avoir une université de ouf. Le programme cinéma, il est super, il est vraiment charmé à Concordia. C'était un super programme, très sélect. J'ai eu la chance d'être sélectionné, parce qu'il prenait que 30 élèves par an, ou peut-être 60 par an sur à peu près 1000-1500 candidatures. Donc c'est vraiment très... Donc j'ai du cul d'y être. Et voilà, pour le coup, j'ai adoré mon cursus cinéma là-bas, c'était super. Mais globalement, toutes les universités à Montréal, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, les Français payaient le prix québécois, qui est 10% du prix réel de l'année presque. Donc franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous renseigner. Après, tu dois payer le loyer et tout ça, et le billet d'avion, oui. Mais mine de rien, par rapport au ratio prix que vaut réellement le diplôme, c'est une aubaine. Question de Isotépes Martise. Est-ce que tu te souviens que tu avais invité toute l'école au ciné pour Astérix, Obélix contre César? Ouais, c'était pas moi qui avais invité, c'était mes parents, sur mon père. Oui, oui, je m'en souviens, donc tu devais être à Saint-Thomas-d'Aquin. De ton pseudo, je pourrais pas te dire qui t'es, mais si n'hésite pas à m'envoyer un message pour raviver les bons vieux souvenirs. Oui, oui, à la sortie d'Astérix, j'étais en primaire, et on avait emmené toute l'école dans une salle de cinéma voir le film. Voilà, or, toute l'école, toute la classe, je sais pas jusqu'à quel degré c'était, mais oui, c'était les avantages d'avoir un père qui réalisait un film à l'époque. Tu pouvais faire ce type de choses, d'emmener ton école, voir un film en avant-première dans un cinéma c'était au MK2 UGC, au MK2 Odéon, je crois. Ouais, ouais, c'était super moment, je m'en souviens très bien. Question, la même, de Iso TP Smarties, deuxième question. T'aurais fait quoi dans la vie s'il n'y avait pas le cinéma? Eh ben écoute, je pense que j'aurais soit travaillé dans les jeux vidéo, parce que je suis énormément passionné par le jeu vidéo. Mais même si c'est pas la même chose, il y a un côté très ordinateur, figer un bureau. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est les aventures que ça crée. C'est le fait de partir en tournage, vivre une aventure pendant 2 mois quelque part, découvrir des nouveaux lieux, interagir avec des nouvelles personnes, et hop là, après, ça se termine. Mais bon, voilà, je pense que le jeu vidéo était quelque chose. Et sinon, j'avais envie d'être policier scientifique, un peu comme les experts de la série. Mais bon, la réalité et la série, c'est pas du tout la même chose, donc je pense que la réalité m'aurait pas plu. Parce que pareil, tu fais des micro-tâches sur des trucs très précis, et t'es pas là à résoudre des enquêtes de manière scientifique réellement, quoi. Donc bref, mais voilà, jeu vidéo, je pense que j'aurais clairement été dans le jeu vidéo. Question de Papa Fritas 2574. As-tu vu tous les films de ton père? Sinon, pourquoi? Quels sont tes préférés et ceux que tu aimes le moins? Est-ce que j'ai vu tous les films de mon père? Je me pose... Je crois que j'ai tout vu au moins une fois, mais il y a des films que j'ai pas vus depuis très longtemps. Profil bas, je l'ai vu qu'une seule fois, je crois au cinéma à l'époque. Non, impossible au cinéma parce que j'étais à la télé, mais je l'ai dû le voir, genre vraiment, je devais avoir 5 ans, quoi. Donc j'ai un souvenir, mais très très lointain, mais j'ai quand même des souvenirs du film. Donc Profil bas, c'est un de ceux que j'ai moins vu. Bête mais discipliné, je pense que je l'ai vu qu'une seule fois aussi, avec Jacques Villeray. Et le dernier que j'ai peut-être jamais vu ou qu'une fois, ça doit être Les Bidas s'en vont en guerre. Le deuxième volet des Bidas, pareil, je suis pas sûr que je l'ai vu. Et non, il y en a un que j'ai jamais vu, c'est La course à l'échalote. La course à l'échalote, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que ils sont hyper durs à trouver, je les ai pas en DVD ou en Blu-ray, et que... Voilà, mais dès qu'ils sortent des nouvelles éditions, je les achète pour les montrer à mes enfants et tout. Souvent ça marche bien, donc voilà. Et quel est celui que j'aime le moins? Mon préféré c'est Les Ripoux. Je trouve que vraiment il est incroyable. Et après, il y a quand même Les Loups la Cuisse qui est très bien. Et Les Loups la Cuisse Banzai aussi j'aime beaucoup. Donc ça c'est l'inspecteur la bavure. Voilà, tous les Coluches qui sont quand même charmés. Et, bon, les Soudoués, j'ai quand même beaucoup de tendresse aussi. Et ceux que j'aime le moins, c'est un peu les derniers. Ripou 3, La Boîte, pas ouf La Boîte, quoi d'autre dans les... Ouais, non, c'est tout. Franchement, dans les vieux, ils ont une temps... Enfin, ils ont un truc qui est... Même s'ils sont bizarres, genre Les Fous du Stade et tout, c'est improbable comme film. Mais il y a une folie qui est là, alors que c'est vrai que dans les derniers, dans La Boîte et dans Les Ripoux, tu sens qu'il y a un truc qui est moins... Il y a moins de magie, quoi. Il y a moins de folie. Question de l'inspecteur 7977. Que représentent les charlots pour toi?
Eh ben écoute, pas grand-chose. C'est des gens que j'ai jamais rencontrés. J'étais pas du tout né à cette l'époque où mon père interagissait avec eux. Donc, à part les films de mon père, au-delà de ces films-là, Grand Bazar, Les Fous du Stade, Les Bidas, eh ben, j'avoue que je ne connais pas bien leur carrière, leurs chansons et tout. Voilà, donc j'ai vu des documentaires sur eux, mais j'ai eu des anecdotes. Mais ça a plus marqué d'autres gens de ma famille, évidemment, notamment mes grandes sœurs et tout, que réellement. Non, pas mes grandes sœurs, pardon, elles étaient même pas nées. Mais voilà, non, c'est un groupe de gens que je connais pas bien, les Charlots. Et à part la tendresse que j'ai pour les films de mon père de cette époque-là, moi, ça m'évoque pas des masses. Ça représente pas grand-chose pour moi. Des petites questions sur des sujets un peu annexes. Question de Tyrannic Toy 6184. T'as pas un peu la tête de Godard, là? Haha. Non, je pense pas. Déjà, il était moins gros que moi, Godard, et non, je pense pas. J'ai juste des lunettes et un peu de barbe de temps en temps, j'ai de la barbe, mais non, je pense pas que j'ai la gueule de Godard. Question de Marc-André TQ3LB. Est-ce que tu pourrais reporter le masque pour le fun, comme à la grande époque? Eh, je sais plus où il est, mon masque. Il est dans un bordel, il est dans un bordel, mon masque. J'ai le chapeau qui est là, qui a un peu pris la poussière, mais le masque, je l'ai pas. Non, je l'ai pas, oui, je l'ai pas ici, le masque. Ah, c'était sympa, la critique masquée, quand même. Question de Monkey Movie 1984. Team Raymond Barre ou Team James Cameron? Moi, je suis Team Raymond au bar. Non, mais je réalise que j'ai jamais bu dans un bar avec un Raymond. Donc, si jamais un Raymond qui veut aller boire un coup dans un bar, bah, que je le fasse, comme ça, je pourrais enfin dire que j'ai bu un coup au bar avec Raymond Barre. Enfin, ouais, bref, vous m'avez compris. Non, sinon, je suis plus Team James Cameron. Ouais. Question YouTube de Jimmy Ponizy 9049. Bonjour Zoltan, j'avais beaucoup aimé vos reviews sur des jeux vidéo il y a quelques années. Pensez-vous en refaire? Bonne continuation et merci pour les vidéos de qualité. Ben, merci pour ce commentaire. Écoute, jeux vidéo, oui, j'adorerais en parler plus parce qu'en vrai, j'adore ce médium. Je trouve que c'est un médium qui est fascinant aujourd'hui, qui est hyper stimulant, qui est beaucoup plus inventif et beaucoup plus, qui se questionne beaucoup plus sur lui-même que le cinéma. Voilà, enfin, le jeu vidéo aujourd'hui, il est pour moi là où le cinéma était dans les années 60-70. Il est en train de se chercher, de se renouveler, de découvrir des nouvelles choses. Il y a la vague des jeux indépendants qui est quasiment l'équivalent d'une nouvelle vague. Enfin, donc vraiment, le cinéma, c'est très stimulant. Le jeu vidéo, c'est très stimulant aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a plus d'émulsion autour du jeu vidéo qu'autour du cinéma, indéniablement. Et j'adorerais en parler plus. Après, j'ai pas du tout les setups pour réussir à faire des captures des jeux quand je joue, de réussir à créer des vidéos autour et tout. Les vidéos sur les jeux vidéo marchent pas sur ma chaîne parce que bah, c'est mon public qui est pas habitué et vient pas sur ma chaîne pour ça non plus. Bon, après ça, je pourrais m'en défaire, c'est pas très grave, mais j'ai pas d'idée de format très fort. Je cherche, mais j'ai pas encore un truc précis pour réussir à parler des jeux de manière efficace et de manière un peu différente. Par contre, c'est vrai que j'adore écouter les gens parler de jeux vidéo et j'adore en parler, mais je me rends compte aussi que quand j'en parle, je suis beaucoup moins pertinent que les gens que j'écoute. Franchement, quand je vois les gens que j'écoute parler de jeux vidéo, que ce soit les gens de Origami, les gens de Sœurs d'édition, ou les gens, par exemple, de fin du game, la manière dont ils abordent les trucs, en fait, ils mettent les mots qu'il faut sur les ressentis que j'ai, mais que j'arrive pas à conscientiser. C'est-à-dire qu'en cinéma, je vois que j'ai la capacité de vraiment détacher mes ressentis et les expliquer de manière analytique, alors qu'en jeu vidéo, j'ai des ressentis que j'arrive pas totalement à expliquer parce que bah, je suis pas expert en game design, j'ai pas suffisamment étudié le truc, j'ai beaucoup joué, mais j'ai pas suffisamment eu de réflexion sur le jeu vidéo. Donc je sens que je suis moins pertinent que ce que je peux être en cinéma, quand même. Mais j'adorerais, il faut que je trouve un système, si vous avez des idées, ou vraiment que vous avez envie que je vous parle de jeux vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je ferai j'ai joué à plein de jeux récemment, puis j'ai une culture de jeu à la fois ancienne et à la fois récente, mais sur plein de jeux indépendants et tout, des jeux assez... finalement pas les gros trucs mainstream, donc je peux apporter des idées, enfin quand même des choses intéressantes, ouais, mais je sais pas comment. On passe à la dernière catégorie de questions dans cette vidéo, qui sont les questions un peu sur quel type de film, quel film, des trucs un peu plus, voilà, réponses plus courtes. Question TikTok, attention, de Floss Blob. Le meilleur thriller entre Seven, Cure, Silence des agneaux et The Chaser. Je pense que des quatre, ça se joue entre Seven et The Chaser, et je pense que c'est quand même Seven. Mais The Chaser, c'est pas mal du tout. Mais Seven, c'est plus complet. L'atmosphère, elle est totale, c'est plus surprenant, ça va dans des zones un peu plus baroques. The Chaser, il y a une efficacité et une cruauté qui est extrême, mais je pense que je suis plus fasciné par Seven. Ouais. Et pour le coup, Silence des Agneaux, j'aime beaucoup et tout, mais je trouve ça, moi, un peu moins balèze que Seven et The Chaser. Et Cure, je suis pas sûr de savoir ce que c'est. Ah bah Cure, je l'ai pas vu, tout simplement. Film japonais, là je réalise.
Madness, Terror, Murder, ah bah ça a l'air d'être chambé. Bah écoute, j'en avais même pas entendu parler. Question YouTube de Alex May 3XK. Je suis en train de faire la saga Bond. Quel est ton 007 préféré? Ça se joue entre... Alors, si je veux... en vrai, je pense que le meilleur, c'est Skyfall. Honnêtement, voilà, parce que c'est le plus beau, c'est celui qui a le rapport thématique le plus fort, qui va le plus loin avec le personnage de Bond. Mais, bon, après, chaque Bond, chaque époque est un peu différente. J'aime aussi énormément Goldfinger, pardon. Goldfinger, parce que bah, il a un côté, c'est un peu le Bond qui va condenser tout ce que deviendra Bond, Bond séminal presque. J'adore le méchant, j'adore les gadgets de ce film-là, j'adore l'esthétique. Je trouve que c'est le mieux écrit, j'adore le plan du méchant à la fin, les personnages secondaires, voilà. Donc ça se joue vraiment entre les deux, parce que c'est deux époques qui n'ont rien à voir, et qui, pour moi, encapsulent tout ce que j'aime dans James Bond. Donc Skyfall, et de l'autre côté, Goldfinger. J'ai vu Austin Power il n'y a pas longtemps, donc je suis un peu... Mais faut pas oublier Tuer n'est pas joué, quand même, avec Timothy Dalton, qui est excellent. Franchement, moi je trouve que il est très surprenant parce que c'est un film d'action de ouf, avec énormément de rythme, et pareil, il condense tout ce que j'aime dans James Bond. Donc celui-là, faut pas le négliger. C'est celui qui finit comme Rambo 3, là, en Afghanistan et tout. Question YouTube de Vincent M19, quels sont tes films préférés? Ah bah écoute, je vais te sortir les 4 films que j'ai sur Letterboxd. Donc mes 4 Letterboxd, c'est Everybody Wants Some de Richard Linklater, c'est Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón, c'est Bowfinger, Roi d'Hollywood de Frank Oz, pardon, il appelé Scott Oz, de Frank Oz, et c'est Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Voilà, bon, c'est très... Ça peut changer, hein, tu peux mettre Titanic, tu peux mettre Forrest Gump, tu peux mettre Le Seigneur des Anneaux, bon... C'est variable. Question de Hellman2655. Salut Zoltan, quel serait pour toi le livre, la BD ou jeu vidéo qui n'a pas encore été adapté et que tu rêverais de voir adapté? Alors, en BD, Blast, incroyable, ou Tyler Cross. Voilà, c'est 2 BD que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, se feraient des super films. Dur, mais super. En livre, alors il y a déjà une adaptation que j'ai jamais vue, mais Les Racines du ciel de Romain Gary. Je pense que ça pourrait être un film incroyable, un film d'aventure de ouf. J'ai pas vu l'adaptation, mais elle a pas... Enfin, voilà, j'ai pas vu, c'est une vieille adaptation dans les années 50, qui apparemment est pas ouf, mais bon. Donc, à la limite, il faudrait que je trouve autre chose. Et le jeu vidéo, bah à la base, moi j'aurais dit Zelda, parce que je rêverais de faire un Zelda et de bien faire un Zelda, mais bon, on verra, il va être fait là, donc on verra. Sceptique. Et après, dans les autres jeux, si je devais pas faire Zelda... un petit Suikoden. Suikoden 2 adapté. En vrai, t'as pas grand-chose à changer, hein, parce que l'histoire est tellement incroyable. Ouais, un petit film Suikoden 2, franchement, ça me ferait bien kiffer. Question YouTube de Bastien615. De quelle saga souhaiterait un reboot ou une suite? Bien sûr, dans le contexte où c'est bien fait, et pour les bonnes raisons, pas comme la tendance actuelle, avec la nostalgie mercantile. Oui, aujourd'hui, j'ai tout sauf envie de revoir des vieux trucs réactivés, c'est clair, mais qu'est-ce qui pourrait être bien? Bah, faudrait une saga qui, genre, tu te dis, ah ouais, non, là, à l'époque, c'était fait un peu cheapos, et ça pourrait être refait de manière un peu plus stylée aujourd'hui. Ou une saga qui a été un peu foirée, tu vois. Je pense, en vrai, les Underworld, il y a peut-être un potentiel de faire un truc mieux que ce qui a été fait, mais je sais pas si ça a du potentiel en tant que reboot ou truc, mais oui, je me dis, tu vois, ce côté vampire, loup-garou, société secrète, il y a peut-être du potentiel. Ouais, écoute, Underworld, c'est pas inintéressant comme réponse, ouais. Ah, ou Mask, la série Mask. Mask, nanana. Ouais, la série Mask, ça ferait une bonne adaptation en film aussi. Ouais. Question de Zoo8966. Le premier film que tu te rappelles avoir vu au cinéma et vers quel âge? Alors, au départ, je pensais que c'était un Disney. Et récemment, avec David the Film Talker, j'ai découvert que Fievel et le nouveau Far West était sorti en 91. Donc en France, il était sorti en avril 92. Et donc en avril 92, j'avais 3 ans. Et je m'en souviens très bien d'être allé le voir au cinéma. Donc je pense que ça doit quasiment être Fievel au Far West. Ouais, je me souviens, Place Clichy, Fievel au Far West. Non, sur les champs, pardon. Sur les champs, ouais, sur les champs. Je m'en souviens très bien. Donc je pense que ça doit être ça, parce que sinon c'est quoi, La Petite Sirène? Mais j'ai pas de souvenir, La Petite Sirène. En plus, La Petite Sirène, c'était avant. Aladdin, je m'en souviens, mais Aladdin, c'est beaucoup plus tard. Aladdin, c'est... Ah, ça peut être Aladdin aussi. Ouais, ça se joue entre Fievel et Aladdin. On reprend la deuxième partie de la question de Alex Toac TBK. Ta dernière grosse émotion au cinéma? Pleurs, peur, choqué? Bah franchement non, c'est le Bob Dylan, c'est le biopic sur Bob Dylan réalisé par Mangold.
avec cette scène de concert au milieu où il chante, The Time They Are Changing. Ça m'a vraiment beaucoup marqué et ça m'a travaillé longtemps parce que bah, ça incarne tout ce que Dylan est à un instant T et tout ce que les gens ne voudront plus qu'il soit à l'instant d'après. Donc c'est sur ce rapport au mouvement, au fait d'être intègre artistiquement, des attentes des autres et tout. J'en ai parlé dans mon top, hein, si jamais, mais c'est vraiment un moment qui m'a vraiment marqué. Ouais. Plusieurs questions de Alex3407. Bonjour. Donc première question, aimes-tu les films de guerre? Oui, j'adore les films de guerre. J'adore les films de guerre. Je regarde pas si souvent que ça parce que bah j'en ai vu plein déjà, mais c'est vrai que j'adore ça, que ce soit le côté 12 salopards avec un groupe qui doit faire une mission, le côté vraiment grosse armée, mais souvent j'aime bien ce côté un groupe, une mission, les 12 salopards, bah là récemment j'ai vu Croix de Fer qui est incroyable, qui a un peu ce truc-là où c'est un groupe précis que tu suis. J'ai adoré aussi La Chute du Faucon Noir, Soldat Ryan pour moi c'est tout en haut. Oui, non, franchement, après, c'est un genre récemment, il y en a peut-être moins, hein, des très très bons films de guerre. Celui de Mel Gibson, aussi, Tu ne tueras point, je le trouve vraiment incroyablissime. Non, non, franchement, c'est un genre que j'aime énormément, les films de guerre. Ouais. Que penses-tu de ces films qui ont consacré un acteur qui n'a jamais retrouvé ce niveau, ou confirmé ensuite, genre John C. Scott pour Patton, où il est extraordinaire, ou Peter O'Toole dans Lawrence d'Arabie? Ah bah il y a des trucs comme ça, Anthony Perkins dans Psychose aussi, ça fait partie il y a des rôles comme ça qui mettent en... Ouais, les acteurs ils viennent trop haut et après ils n'arrivent plus à briller autant. Bah, après le truc des films de guerre, là, les deux que tu cites, Laurence d'Arabie qui est aussi quand même un film de guerre en soi, et Peter O'Toole, c'est que c'est tellement des fresques énormes, tellement des films monstres, Patton et Laurence d'Arabie, surtout Laurence d'Arabie, qu'après en fait il y a un côté... tout est plus faiblard quoi. Tu vois, je pense. Et un avis sur la série Harry Potter à venir. Ouf, j'en ai un peu... Alors, en soi, c'est un truc que j'aurais toujours voulu voir. La série Harry Potter, pour moi, ça a toujours été plus propice à être une série Harry Potter qu'à être la saga de films. Moi, j'ai pas un attachement très fort avec la saga de films, alors que pourtant, je l'ai découvert en parallèle de mes lectures, et ça a totalement nourri mon imaginaire de la saga, parce que bah, je lisais les livres et les films sortaient, et tout ça, donc je veux dire, ce que je visualisais, c'était ce que les films m'ont fourni, quand même. Mais j'ai toujours dit, bah moi, Harry Potter, c'est une année scolaire dans une école, t'as envie d'avoir ce rythme qui est plus un rythme de série, où t'as envie de retrouver les gens d'épisode en épisode, de semaine en semaine, alors même si la série elle va pas être diffusée comme ça, peut-être, si d'ailleurs, ça risque d'être diffusé semaine en semaine, mais t'as envie d'avoir ce côté de vivre avec ces personnages un certain temps. Donc oui, après le premier, malheureusement, c'est celui qui a le moins de matière et qui est finalement le mieux adapté en termes de fidélité, parce que il est très court, il y a très peu d'événements qui sont pas dans le film, je veux dire, le premier film, il adapte quasiment tout, sauf une péripétie avec une histoire d'œuf de dragon, je crois, un truc comme ça. Donc oui, la première saison n'a pas réellement d'intérêt à mes yeux, mais je suis pas mécontent que ça existe en soi. Je trouve que c'est pas à côté de la plaque de faire ça, parce que je suis pas un grand fan des films. Ouais. Salut Zoltan, question YouTube de Sapamac9402. Salut Zoltan, penses-tu que l'univers de Fallout des jeux vidéo plus série? Écoute, j'ai joué à aucun Fallout. J'ai vu des rétrospectives Fallout, donc je sais exactement quels sont les jeux et tout ça, mais j'ai jamais joué, donc je pourrais pas avoir un avis dessus. Et la série, j'ai regardé quelques épisodes. Honnêtement, moi, l'univers, le côté univers post-apo, les gens dans les vaults là, je suis pas hyper client. Alors c'est pas un truc qui m'attire. Ce côté post-apo comme ça, c'est un truc ça m'attire pas du tout. Avec les ghouls et tout, je sais pas. Et les armures là, la compagnie du fer, ou je sais pas comment il s'appelle là, compagnie de l'acier. Ouais, le lore, le peu que j'en ai vu, ça m'a pas attiré. Mais bon, j'ai pas joué au jeu, donc en fait, je pense que c'est là où je suis pas client parce que je connais pas. Hein. Question de Marbook 3639, top 5 des films des années 2020, jusque-là que tu reverras à coup sûr, avec plaisir, dans 30 ans. Pas fastoche, pas fastoche. Je pense que doit y avoir Furiosa, doit y avoir Nouvelle Vague. Je pense que peut y avoir le Bob Dylan, que j'ai mis cette année en top 1. Peut y avoir le film de Scorsese, machin Flower Moon, là, je sais pas comment il s'appelle. Broken of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon, pardon. Et après, ouais, La Nuit du 12 ou... ouais, La Nuit du 12, ouais. Allez. Illusion perdue, peut-être. Franchement, c'est pas une très bonne décennie cinéma, mais on va y revenir. Question de Cinéboy sur YouTube, 9997. Quel est ton body movie préféré? Écoute, mon body movie préféré... Bah, alors, j'en ai deux. En action, ce serait, je pense, Die Hard 3.
parce que c'est clairement un body movie et je trouve que c'est vraiment un des meilleurs. Et en comédie, c'est Dumb and Dumber, voilà. Mais c'est pas un genre où je suis hyper client, moi, finalement, les body movies. En fait, à partir du moment où je suis pas un grand fan de L'Arme Fatale, bon, bah déjà, tu t'exclus un peu un truc culte pour tout le monde. Hot Fuzz, incroyable body movie aussi, ouais, Hot Fuzz. Moi, je regarde un peu la liste, hein, mais ouais, Hot Fuzz, je pense que c'est peut-être mon préféré comédie-action, quoi. Qui est vraiment le style body movie. Ouais. Ton film de survie préféré, écoute, récemment, il y a eu Send Help qui est sorti, qui est vraiment très très bien, de Sam Raimi. Sinon, Castaway, Seul au monde, évidemment. Ouais, voilà, moi je pense que c'est Castaway. J'aime bien le côté île déserte, hein, moi je préfère que le côté neige ou tu vois ou truc comme ça. Mais ouais, je pense Seul au monde de Zemeckis, c'est vraiment balèze. Ouais. Après, j'ai deux questions sur le même thème. J'ai une question de Johan6812. Salut, que penses-tu de Malik? Et une autre question qui est un peu similaire, qui dit de Charles Terrier, qui dit salut Zoltan, quel est ton rapport au cinéma de Terrence Malick, lui qui est si clivant? Écoute, Terrence Malick, ça fait partie de mes réalisateurs favoris. Voilà, pour moi, Tree of Life, c'est un film qui a changé ma vision du cinéma, et même quasiment ma vie. C'est un moment important dans ma découverte cinématographique. Je me souviens très bien. Je salue Alexandre Cabaillet qui était avec moi à Montréal durant la séance. Non, voilà, donc c'est une pierre hyper importante dans ma construction de cinéma. Et le reste de sa carrière est incroyable. Je l'ai étudié à l'école, donc en plus ça m'a permis un peu de l'aborder de manière au départ un peu théorique avant de le découvrir de manière émotionnelle. Et j'aime quasiment tout ce qu'il a fait, même les films les plus bizarres, expérimentaux, enfin bizarres, ces films les plus expérimentaux qui sont, tu vois, Night of Cups et tout ça, j'arrive quand même à être embarqué. Voilà, il a une sensibilité, une puissance poétique et, euh, et philosophique que quasi aucun autre réal arrive à avoir, quoi. Et j'ai eu la chance de quasiment tous les redécouvrir au cinéma aussi, et ça joue. Parce que vous voyez Days of Heaven, donc Les Moissons du Ciel au ciné, c'est pas la même, c'est pas la même. C'est tellement grandiose que oui, c'est pas la même. Et alors, vite, pour faire mon favori, c'est Tree of Life, et celui que j'aime le moins, ça va être Night of Cups, quand même. Et en deuxième partie de questions, Charlie Terrier disait: vas-tu continuer les vidéos sur ta collection de films? Écoute, il faudrait, oui. C'est juste que la dernière que j'ai faite, j'étais flou comme un con, et donc j'ai été hyper énervé d'avoir foiré cette vidéo après avoir parlé pendant 2 heures de Hitchcock. Donc ça m'a un peu frustré, donc j'ai oublié, enfin j'ai arrêté d'y retourner. Mais ce serait intéressant de refaire, oui, t'as raison. En complément du top 100 des réalisateurs et tout, ça peut être des bonnes vidéos, les petites collections de Blu-ray, tout à fait. Question YouTube de Elifra1166. Question animation. En dehors de Miyazaki, quel cinéaste d'animation japonaise préfères-tu? Alors il me propose Satoshi Kon, Isao Takahata et Makoto Shinkai. Honnêtement, des trois, je préfère largement Satoshi Kon. Je trouve que Satoshi Kon, c'est quasiment la filmo parfaite. C'est incroyable tout ce qu'il a fait. Il a fait peu, mais c'est incroyable. Après, des deux autres, je préfère aussi Takahata. Pompoko, je trouve c'est incroyable. Shinkai, je suis pas hyper client de Shinkai, moi, au final. Je trouve qu'il y a un truc qui me parle énormément. Il y a une puissance très très forte, mais qui est jamais totalement bien exploitée pour moi. Et pour moi, Your Name, c'est l'exemple parfait de ça, où je passe le film à être perturbé par une incohérence de merde qui m'énerve, au lieu d'être embarqué par la puissance émotionnelle du récit, qui pour le coup a du potentiel. Mais voilà, donc Shinkai, je suis toujours un peu mitigé, quoi. Après, voilà, il y a quand même, non, ça reste balèze, hein, Summer War, c'est vraiment incroyable de Shinkai. Ouais. Bon, c'est là, ça reste trois gros noms. Question YouTube de William Piral 4483. Salut Dalton, je voulais savoir s'il y avait un réal que tu trouvais surcoté. Le fameux réal surcoté. Écoute, je sais pas trop. Je vais dire, tu sais quoi, je vais dire un mec que j'aime pas trop en ce moment, David Leitch. J'aime pas du tout ce gars qui a fait John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious Open Show, Bullet Train, The Fall Guy, et qui a des trucs annoncés improbables. Genre Ocean 14, donc la suite d'Ocean 13. Il a aussi annoncé Gears of War. Donc voilà, donc lui il me paraît surcoté, quoi. Et c'est pas un grand, quoi. Enfin, ah si, allez, je vais faire un peu chier. Howard Hawks. Howard Hawks, j'arrive pas à comprendre le délire. Mais bon, voilà, donc un peu surcoté. Question YouTube de Clément3227. Salut, que penses-tu des projets des nouveaux films dans l'univers de Tolkien, la traque de Gollum, etc. Pouf, la fatigue, franchement. Moi, en vrai, j'ai pas du tout envie d'y retourner, là. C'est bon. J'ai eu le Seigneur des Anneaux, la trilogie, le Hobbit, bon, ouais, ok, avec du recul. Quand je les ai revus en 3D, là, c'était super, mais en vrai, j'ai pas envie de me les faire tous les matins, quoi. Et alors là,
Là, ça va tirer sur la corde. Ça va nous gâcher nos jouets. Ils vont encore nous casser nos jouets. Non, non, faut qu'il arrête. En plus, Peter Jackson, il fait que ça, putain. Mec, t'es un génie, normalement. Fais autre chose. Fais des bons films, autres que ce putain de l'univers, là. Moi, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Question YouTube de Stank6260. Quel était ton premier choc de cinéma? Alors, merci pour les vidéos, que j'aime beaucoup, à bientôt. Et écoute, d'ailleurs, c'est Stank, j'ai dit Stank. Écoute, premier choc de cinéma, bah, pas évident à dire. Je pense que Il faut sauver le soldat Ryan, ça fait partie de ces trucs que j'oublierai jamais. Vraiment, t'es au ciné, tu découvres Il faut sauver le soldat Ryan, t'es petit, parce que c'est sorti en... C'est sorti quand, tiens? C'est sorti le 30 septembre 1998, donc le 30 septembre 1998, j'ai 9 ans. Et donc, à 9 ans, je vois le soldat Ryan en salle. Et mine de rien, bah, c'était incroyable. Donc, voilà. Donc oui, premier choc, ça. Après, voilà, les Cameron, Terminator 2, Aliens, c'est vrai que c'est des gros chocs cinématographiques, quoi. Et ça, pour le coup, je les ai vus encore avant. Star Wars, le premier Star Wars. Et après, un peu plus tard, vers l'adolescence, au moment où j'essaie de vraiment conceptualiser le cinéma un peu plus, et je m'intéresse au cinéma en tant que tel, mes gros chocs, ça a été quand même Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, et Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Où là, je me suis dit, oh putain, là, il y a des mecs. Et Amélie Poulain aussi, pareil, un gros choc. Question YouTube de Raphaël Gentin, 487. Quels sont les 5 films français récents que tu considères être comme des chefs-d'œuvre ou quasi? Et il me propose La Nuit du 12. Oui, alors, je pense qu'il n'y a aucun chef-d'œuvre, honnêtement, récent, mais dans les 5, donc je mettrai quand même La Nuit du 12, même si je l'ai revu un peu récemment et ça va un peu moins impacter que ce que ça m'avait fait en salle où j'avais trouvé ça vraiment énormissime. Mais en fait, je pense que ouais, dans La Nuit du 12, le truc c'est que La Nuit du 12, plus le temps va avancer, moins il y aura cette espèce de pertinence de c'est sorti à ce moment-là et ça arrivait à avoir ce discours-là à ce moment-là. Et je pense que c'est un vrai truc aussi du cinéma actuel. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment en train de poser des discours qui ont une énorme pertinence au moment où ils sortent, mais qui peut-être vont être moins pertinents avec le temps. Mais ça se trouve, ça a toujours été le cas. Mais j'ai l'impression que, tu vois, il y a un truc où le marasme social autour et fait tellement de bruit que les films sont encore plus impactés par ces trucs-là et essayent encore plus de retranscrire. Et La Nuit du 12, c'est parfait là-dessus. Sur le rapport homme-femme, c'est arrivé pile poil pour décrire une situation au moment où ça arrivait. Enfin, ouais, c'était incroyable. Donc oui, La Nuit du 12, je suis d'accord. Je pense que je mets quand même Illusion perdue dedans. Film français, hein, dur. Hein. Une nouvelle vague, est-ce que c'est un film français? Bon. Je mettrais Monte Cristo quand même, parce que je trouve que dans ce style de cinéma-là, je suis content que ça ait existé, et voilà, c'est pas un chef-d'œuvre du tout, mais c'est vraiment un très très beau film populaire, d'époque, d'aventure française, quoi. Donc vraiment, oui, j'aime bien. Et après, Emilia Pérez quand même si mon souvenir est entaché par la polémique et tout ça, et les débats que j'ai eus avec des gens, ma première vision en salle elle reste incroyable. Donc voilà, mais c'est pas, je pense qu'il n'y a aucun chef-d'œuvre dans tout ça quand même. Question de Alex, Make 3XK. Je suis horrible, désolé pour les pseudos. Hein. Le réal que tu considères comme étant le plus sous-coté? Oh, Peter Weir. Hein. Peter Weir, à mon avis, il mériterait largement plus. Un réalisateur de Truman Show, Master and Commander et tout, il mérite largement plus de reconnaissance. Mon polar préféré, Memories of Murder. Facile. Et ton film préféré de la décennie actuelle? Bah écoute, dur. Entre Furiosa... Non, Killing of the Flower Moon. Ouais. Je pense que ça reste Killing of the Flower Moon, le Scorsese. Mais voilà. Ouais. C'est pas une très bonne décennie, franchement. Question de Étienne Cécile, 6541. Dans quel film est-ce que le twist a le plus époustouflé et t'a poursuivi pendant des jours tellement c'était magistral? Pour moi, c'est Usual Suspect. Ah, Usual Suspect, grand souvenir. Moi, je l'avais découvert en DVD. C'était un de mes premiers DVD. Et pour le coup, bah, j'avais pas été spoilé, hein, parce qu'à l'époque, j'étais pas connecté. De toute façon, j'avais 7 ans. Mais oui, bah, le twist Usual Suspect, il est incroyable. Mais après, quand tu revois le film, il est un peu déceptif, malheureusement. Moi, honnêtement, ça va être le Sixième Sens. Parce que le Sixième Sens, je me rappelle très bien, je l'ai découvert au cinéma. Donc pareil, hein, Sixième Sens, j'ai même pas 10 ans. Et j'ai deviné le twist pendant le film. Je l'ai deviné le twist au moment de l'enterrement de la petite fille, enfin des funérailles de la petite fille. Et je me rappelle, ça m'avait fait un effet de me dire, attends, mais... c'est épiphanie, quoi. Parce que d'un coup, tout le film m'est revenu en tête au moment où je regardais, j'étais en mode genre, mais oui, mais putain, mais c'est clair. Et quand c'est arrivé, j'étais en mode, mais oui, putain, j'avais deviné. Donc incroyable. Et après, sinon, il y a un film qui a un twist que je trouve incroyable aussi. C'est un docu-fiction qui s'appelle The Impostor, qui est vraiment, le twist de ce docu-fiction est incroyable. Voilà. Donc
C'est un film que je trouve génial, hein, The Impostor. Et le twist est vraiment fou. Question de Zdegil Baseball sur YouTube. Quelle est ta saga ciné préférée et pourquoi c'est Rocky? Oui. Alors Rocky, non, c'est pas ma saga favorite malheureusement. Parce que j'aime pas tous les films. J'adore le 1. Le 1 pour moi c'est chef-d'œuvre absolu, il est pas sur le mur pour rien. Mais en tant que saga, elle est fascinante pour plein d'aspects. Voilà, la vie de Stallone en parallèle des films. Et ça reste un film, enfin, une saga incroyable et hyper touchante, mais j'en ai d'autres au-dessus. J'aime bien les sagas purement cinématographiques, pas celles qui sont adaptées de bouquins, parce que sinon il y a Le Seigneur des Anneaux qui est génial. Mais en saga pure, bon, bah, il y a Star Wars, mais ça, non, parce que si ça se serait arrêté avant, oui, mais non. Et ben, je mettrais, bah, il y a les Aliens, mais pareil, ça se serait arrêté avant. Enfin, les Aliens, ça se serait arrêté 3 ou 4, pourquoi pas, mais là, non. Donc je mettrais Mad Max. Mad Max, honnêtement, à part le 3 qui est un peu moins bien, mais qui est quand même intéressant, ça reste que des grands films. Et en plus, il y a un côté très surprenant dans la manière dont ça évolue. C'est le même artiste qui a tout fait depuis le départ, qui continue d'imposer sa vision, qui arrive à te surprendre avec des nouvelles réinventions. J'aime bien le fait que ce soit pas vraiment une seule histoire, que tu continues, que ce soit des espèces d'histoires comme ça, un peu indépendantes. Tu sais jamais trop si c'est le même héros ou pas. Enfin, ouais, j'aime beaucoup l'approche de Mad Max. Je trouve que c'est la meilleure manière d'approcher une saga cinématographique. Parce que quand tu finis par empiler ce que fait par exemple Aliens ou ce que fait Star Wars, t'arrives à un moment où ça devient inempilable. Enfin, ça devient absurde. Mais Star Wars c'est tombé dans l'absurde totalement, hein, à la fin. Et même Alien, c'est tombé dans l'absurde aussi, dans le côté cadavre exquis, où tu reprends des éléments, et ça devient une espèce de gloubi-boulga de truc où tu es obligé de tout ramifier pour que ça soit cohérent et tout ça. Alors que Mad Max, t'en bats les couilles. T'en bats les couilles. Entre le 1, le 2, le 3 et le 4 et le 5, enfin Furiosa et qui sont les deux seuls vraiment très liés, qui sont Furiosa et Fury Road, ils s'en bat les steaks. Je veux dire, t'as un héros qui a un archétype, et après autour, t'as un univers qui peut bouger, changer, qui est pas le même, mais qui quand même conserve un rapport logique et mythologique commun et surtout des thématiques globales similaires. Donc voilà, parce que quand même, voilà, et c'est jamais trop expliqué. Et voilà. Donc, je trouve que c'est la meilleure saga cinématographique, c'est Mad Max. Et Rocky, c'est vraiment très bien aussi. Question YouTube de Tristan Perrin, T7U. Salut Zoltan, peux-tu parler de Don Bluth s'il te plaît? Bah écoute, Don Bluth, j'en ai parlé dans mon top des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Oui, il est 80... combienième? 85e, je crois. N'hésitez pas à aller voir la vidéo en question pour aller savoir ce que je pense de Monsieur Don Bluth. Oui, ça, il est 85e. Bah écoute, c'est un grand monsieur qui a réalisé, bah peut-être un... Non, parce que il a pas réalisé Fievel 2, il a réalisé que le 1. Mais voilà, non, en vrai, il a marqué mon enfance avec des films incroyables comme Le Petit Dinosaure, comme Brisby, comme Fievel, le premier. Et il a marqué mon adolescence avec Titan AE, qui est un film que j'adore aussi. Il est un peu oublié aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un peu oublié Don Bluth, alors qu'en vrai, ça fait partie des grands de l'animation et qu'il pourrait être tout là-haut au niveau des Miyazaki, au niveau des Disney, au niveau des Lasseter, enfin ou des Pixar. C'est vrai qu'il mériterait d'être dans cette catégorie-là et qu'il est un peu oublié. Je pense que la nouvelle génération ne le connaît pas trop. C'est dommage parce que franchement, toute sa carrière est incroyable. Rocco, Anastasia, enfin, ouais, c'est vraiment grandiose. Hop, je suis en fin de montage de ma FAQ et j'ai des dernières questions, donc je vais quand même y répondre. Hein, voilà, je vous remercie de les avoir posées. Donc, question de Gilles Denigo, 95-95. Salut Zoltan, quel est ton film préféré de David Lynch et pourquoi? Que penses-tu de Twin Peaks The Return? Bon courage et merci pour ton travail. Non, juste bon courage pour ton travail. Écoute, David Lynch, j'en parlerai sûrement bientôt dans mon top 100 des meilleurs réalisateurs. Il y a des films que j'aime énormément de lui. Je suis pas un grand Lynchien non plus, voilà, notamment parce que j'ai jamais vu Twin Peaks, donc voilà, bah, je peux pas en parler. Et je pense que bah, tu peux pas vraiment parler de Lynch de manière pertinente si t'as pas vu Twin Peaks. Et c'est mon cas. Mais par contre, j'ai vu tout le reste et il y a des films que je trouve excellents. J'aime beaucoup à la fois ce qu'il est capable de faire dans une histoire vraie, comme dans Mulholland Drive ou Lost Highway. Voilà. Donc j'avoue que le Lynch tardif, ouais, le Lynch années 90-2000 me plaît plus que ses débuts. Je suis moins fan de trucs comme Sailor et Lula ou comme même Blue Velvet. C'est moins ma cam. Razorhead, pareil, je suis pas extrêmement client. Mais voilà, j'aime bien son Dune, enfin la première partie en tout cas. Mais c'est pas un de mes réals préférés, mais
il a une patte tellement unique, et voilà, je peux rien dire. Enfin, je comprends qu'il fascine, ça c'est sûr. Question de VPCBDCCDBEVJ6168. Compliqué. Je pose la question un peu tard pour la FAQ, mais regarde, je suis encore là, c'est bon. Mais avec la chance, on sait pas, t'as de la chance. Quel serait ton top 3 ou all-time sur un film qui traite de la fraternité dans le genre Biloxi Blues ou Memphis Belle? Alors déjà, je ne connais pas les deux rêves que tu viens de me citer, donc je vais m'y intéresser. Les films qui traitent de la fraternité. Bon, bah, il y a Le Parrain. Mine de rien, la trilogie du Parrain, ça parle de la fraternité, enfin, surtout le 2 et le 1, qui est vraiment énorme. Sing Street, qui est un film que je trouve vraiment excellent, qui parle de la relation entre deux frères. C'est en filigrane, hein, c'est pas le thème principal, mais c'est hyper sincère et authentique la manière dont ça en parle, et je trouve ça vraiment très très poignant. Et je pense que La Nuit nous appartient, ça m'avait quand même bien marqué là-dessus aussi, sur le rapport de fraternel. Voilà. Donc c'est un bon trio de films, je trouve. Question de Papas Fritas 2574, c'est la deuxième de cette FAQ. À quand un live à thème avec David? Ça manque trop. Bah, je crois que tu as déjà posé. Je crois que j'ai déjà répondu d'ailleurs. Bah, faudra qu'on en refasse un dans pas longtemps. Ouais, on va essayer. Question de MogTNK. Existe-t-il des films que tu regardes de préférence en VHS? Alors en VHS, tu parles vraiment de la VHS, la cassette à l'ancienne? Non, aujourd'hui j'en ai plus, j'ai plus de lecteur, j'ai plus rien. Et bah, à des époques, j'en ai regardé oui, plein, mais question étrange, hein, on va pas se mentir. Question de The Lagoon Boy. Quel film série ne peux-tu pas regarder en VO car découvert en VF? Honnêtement, aucune. Allez, aucune en fait parce que maintenant j'ai appris entre-temps à parler anglais, donc globalement sur tout ce qui est anglophone, je préfère avoir les voix originales. Ça, c'est indéniable. Après, il y a des séries où j'ai une énorme affection pour la VF, que ce soit My Name is Earl ou Scrubs. Je trouve que les VF sont super bonnes. Mais je peux les regarder en VO. Y a pas, enfin, je les découvrirai en VO aujourd'hui si je les re-regardais. Aujourd'hui, je regarde systématiquement en VO quand c'est de l'anglais. La VF, je me l'autorise quand c'est des langues où vraiment je n'ai aucune idée de la sonorité. Voilà, ça peut arriver, mais c'est très rare, hein. Je privilégie toujours la VO. Et j'ai pas de problème de nostalgie avec des VF figés comme les Retours vers le futur, les Indiana Jones, ces trucs comme ça. En fait, aujourd'hui, je suis hyper heureux de redécouvrir ces films en VO justement, parce que en fait, la VO, tu as quand même l'intention de l'acteur. Alors même si des fois, il y a des VF que je trouve quasi meilleurs. Moi, en comédie, par exemple, il y a Step Brothers, Frangin malgré eux. Je trouve la VF quasiment plus drôle que la VO, parce qu'il y a un art de la VF qui est incroyable, avec des répliques, mais voilà, tu sens que les gens qui ont fait la VF, ils ont un talent d'écriture qui me fascine, et je trouve les répliques plus drôles presque qu'en VO. Pourtant, j'ai regardé le film vraiment dans les deux versions plusieurs fois. Mais c'est très très rare, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu comme Wayne's World, où la VF elle est culte parce que c'était les nuls qui l'avaient fait, enfin Chabat et Farrugia. Il y a des fois des VF dans l'écriture, ils arrivent à tourner les choses de manière où il y a une sonorité qui est hyper drôle et forte et bien foutue. Mais c'est hyper rare. Mais voilà, donc voilà, je pourrais te dire ça. Step Brothers, je pense que si aujourd'hui j'ai envie de le mater, sûrement je le mettrai en VF. Ouais. Avant-dernière question, voilà, Alex K6823. On t'a vu très actif sur YouTube et Insta récemment. Est-ce un retour? Quel est ton rapport? Quel est le rapport que tu veux avoir avec ta chaîne, régulier ou pas prise de tête? Bon, première partie. Écoute, oui, déjà, c'est un retour parce que j'ai du temps et qu'en vrai, ça me fait du bien de convertir ce temps en vidéo, en expression sur le cinéma. Je vais essayer d'être plus régulier même quand j'ai moins de temps. Voilà, et j'ai envie de continuer ces idées sur Insta et sur YouTube avec les shorts. Je trouve quand même que c'est quand même sympa d'être régulier, de pouvoir parler de cinéma quotidiennement, et d'essayer d'être sur toutes les plateformes aussi, parce que mine de rien, c'est quand même un peu important d'être un peu partout. Après, je ne vais pas prendre plus de temps pour faire des vidéos ultra montées, très écrites. Ça, je sais que j'y arriverai plus aujourd'hui. J'ai d'autres projets qui me prennent la tête et que je ne peux pas me permettre de mettre autant de temps et d'énergie dans des vidéos YouTube. Voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, j'ai envie que la chaîne continue d'exister, qu'elle soit régulière. Je ne fais pas d'illusions sur le fait que je n'atteindrai pas jamais énormément plus d'abonnés. Je risque plus d'en perdre que d'en gagner, parce que je ne joue pas le jeu de YouTube aujourd'hui, où je ne suis pas professionnalisé dans YouTube. Et aujourd'hui, les gens qui grimpent et qui cartonnent, c'est des gens qui se professionnalisent dans YouTube. Donc voilà, c'est pas mon cas. As-tu des projets de vidéos en particulier? J'ai des textes de vidéos qui sont faits, pas mal. J'en ai deux sympas. Une sur Scream et le méta dans Scream, et une sur un espèce de rapport entre la nouvelle vague et le début des réalisateurs qui tournent beaucoup en numérique. Mais c'est écrit, mais ça va être des grosses vidéos de montage pour moi. Et aujourd'hui, j'ai du matos de merde, le montage c'est hyper compliqué.
Voilà, donc je repousse un peu l'échéance, mais bon, à terme, je vais les faire. Mais c'est des vidéos qui vont être intéressantes, mais qui vont pas marcher, parce qu'aujourd'hui, ma chaîne, elle est pas... Ouais, c'est un peu... Voilà, je sais que je vais mettre beaucoup de travail dans un truc qui va bider, ça me motive pas à me lancer, mais il faut que je le fasse, parce que les vidéos, le texte des vidéos est très cool, et j'ai envie de pouvoir le diffuser, quoi. Et ta dernière question, c'est quel est ton regard sur le cinéma depuis le Covid? Tu constates des changements sur les productions et la consommation de films? Bah, je constate, depuis le Covid, j'ai l'impression que là, c'est un peu revenu quand même à la normale, ce qui est une bonne chose. Je constate que depuis le Covid, les films sont moins bons, mais est-ce que c'est lié au Covid ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une proposition américaine qui est vraiment en train de s'effondrer, totalement, et française qui a des bonnes choses, mais bon, on n'est pas totalement dans la régularité non plus. Le rapport aux salles, moi, en tout cas, je sais que je vais moins au cinéma, mais c'est plus parce que j'ai des enfants en bas âge et tout ça, et que c'est compliqué. Mais bon, non, je pense que là, le Covid, c'est bon, c'est loin derrière. Et les usages, j'ai l'impression qu'on est revenu à un mode de consommation à peu près normal, j'ai envie de dire. Et on arrive à la dernière question de cette énorme vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout cette FAQ. J'espère que ça n'a pas été trop long et trop relou pour vous, mais bon, au pire, vous l'écoutez en plusieurs fois. En tout cas, moi, ça a été un plaisir à faire. Merci à tous pour toutes vos questions. Et je me concentre sur la dernière question, qui donc est une question d'Antoine 2001. Bonjour Zoltan, donne-nous un top 3 des thèmes préférés qui, en une simple écoute, pourraient te faire pleurer. Au-delà du film, le thème précis en particulier. Eh ben écoute, bon... Bah, ceux qui me suivent savent que la musique de film n'est pas le domaine sur lequel, pour le coup, je suis le plus pertinent et j'ai le plus de capacité à être touché, parce que j'ai beaucoup de mal à décorréler les musiques des films que je vois. C'est-à-dire que pendant que je regarde le film, je pense rarement à la musique. Ça passe comme ça. Après, j'aime bien réécouter des BO de films et j'en écoute plein. Donc, je vais quand même pouvoir citer 3. Bon, en 1, je mettrai Forrest Gump, la suite de Forrest Gump, le Forrest Gump suite, de Alan Silvestri, qui est le thème qui condense un peu tous les mouvements musical du film, qui est un thème de 8 minutes. Voilà, bah là, pour le coup, tu parles d'émotion et tout, oui, c'est incroyable. En 2, je te mettrai James Horner avec Hymn to the Sea, la chanson de fin de l'album de Titanic, qui est pareil aussi incroyable. Là, pour le coup, là, t'es vraiment sur... Voilà, bon, là, pour le coup, pareil, les émotions immédiates. Incroyable score. Ouais, en 3, je dois mettre The Breaking of the Fellowship de Howard Shore sur la fin du Seigneur des Anneaux, qui est juste un morceau incroyable, qui là pour le coup me dévaste émotionnellement aussi. Voilà, sur la fin de cette première partie de cette quête, où voilà, le titre c'est The Breaking of the Fellowship, la communauté qui se sépare, et là pour le coup ça me dévaste. Mais bon, j'aurais pu aussi mettre du Joe Hisaishi, notamment alors, soit sur Mononoke, soit sur Chihiro. Je sais pas lequel j'aurais pris de Joe Hisaishi. Ouais, je pense que One Summer Day de Joe Hisaishi, de la BO de Chihiro, c'est aussi un grand morceau qui pour le coup peut aussi me toucher émotionnellement très fort. Ouais, voilà, donc voilà pour les BO. C'est vrai que c'est un domaine où je suis pas, putain, comparé à un mec comme David the Film Talker, qui arrive tout de suite à identifier les BO, les séparer. Enfin, il a une expertise. Moi, je suis fasciné par les gens qui ont une expertise de la BO pendant qu'ils regardent leur film. Moi, ça passe, et que c'est que après que j'arrive à me dire, ah, la musique, ah ouais. Mais sur le moment, pouf, elle me passe totalement. Elle est intégrée au film, quoi. J'arrive pas à... Autant tu vois le découpage, le visuel, le jeu d'acteur et tout, j'arrive à décorréler, mais alors la musique, j'arrive pas à y penser quand je regarde un film. C'est ouf, hein. Mais bon, c'est des sensibilités, hein, c'est comme ça. Hein. Et bah écoutez, c'est tout pour cette longue FAQ. Merci énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop laborieux pour vous. En tout cas, merci énormément d'avoir posé toutes ces questions. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est avec un immense plaisir que j'ai fait cette FAQ. Voilà, bon écoutez, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Il n'y aura pas d'FAQ avant plusieurs années, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. J'en ai fait qu'une seule dans toute ma... Mais j'avais fait des lives où de temps en temps on répond aux questions quand même. Voilà, bon écoutez, ça m'a fait très plaisir de participer avec vous, de répondre à toutes ces questions. J'espère que vous aussi, ça a été agréable à écouter et à regarder. Et merci, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!